Wesh, la team, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Réussite, le média qui te donne la patate pour faire de grandes choses grâce à des parcours qui nous ressemblent. Nous sommes le dimanche 23 avril, nouvel épisode live, épisode 6 de la saison. Installez-vous tranquillement, prenez à boire, prenez à manger. On se pose ensemble pour environ 1h30, 2h pour parler d'entrepreneuriat, business et découvrir encore et toujours plus de nouveaux hustlers. Sur ce, on est parti. Je vous présente aujourd'hui le plateau pour ce 6e épisode. À ma gauche, pour ceux qui nous suivent, vous connaissez déjà les personnes à ma gauche, n'est-ce pas? Que serait La Réussite sans mes acolytes sûrs, Malan, a.k.a. Crocodile Dundee, et Sylvain? Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, déjà? Malan, qui un pull, un épisode, n'a pas sorti son pull Lacoste aujourd'hui. Peux-tu nous justifier ce choix, s'il te plaît? C'est les playoffs, actuellement. Donc, bon, l'équipe, elle a perdu, mais le joueur du maillot, Kevin Durant, est encore en compétition, donc c'est le principal, bien de te dire. Et Sylvain qui nous a mis notre fabuleux pull de La Réussite. Let's go, c'est parti. Je ne l'ai même pas mis aujourd'hui, c'est vrai. Voilà. Enfin, bien évidemment, notre guest du mois, n'est-ce pas? Je pense que vous l'attendez tous. Vous êtes prêts pour l'accueillir. Il s'agit bien évidemment à ma droite une pointure dans le milieu de l'entrepreneuriat, un serial entrepreneur, mais également un passionné de jeux vidéo et un top laner de qualité sur League of Legends, si je ne me trompe pas dans certaines vidéos. Fake news d'entrée de jeu. Fake news d'entrée de jeu, ouais. Je suis très heureux de recevoir parmi nous le fondateur Magellan, le fondateur de Win, le CEO actuel de la Carmine Corp, Arthur Perticose. Let's go! Ouais. Comment ça va? Ça roule. Très content d'être avec vous. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Je pense que ça va être un très bon moment. Il y a beaucoup de gens dans le chat, je vois. C'est la première fois qu'on a autant de gens. N'hésitez pas à poser des questions. On va essayer. Il y a énormément de gens. J'avoue, d'habitude, qu'on fait les lives, on n'a jamais vu autant de monde. On va essayer de relever un peu les questions. On a des gens dans le plateau, dans le backstage qui vont récupérer les questions au cas où. Mais on a un runner, on a un conducteur. Ici, on est là pour parler de business, d'entrepreneuriat. Vous allez voir, ça va être très, très, très intéressant. Je suis mon runner. Du coup, je me permets une petite anecdote. Puisque, alors, comment moi j'ai reconnu ton profil? Et c'est assez intéressant, c'est que j'ai vu l'annonce sur Twitter, tu sais, moi j'y crois, la vidéo, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais j'ai déjà vu sa tête. Et du coup, j'avais demandé à des personnes entrepreneurs dans mon entourage, notamment ma femme, tu vois. Elle me dit, mais oui, Arthur, je le connais, il est venu dans mon école pour parler de Magellan à l'époque, parce que tu passais pour présenter un peu la majeure entrepreneur de mon école et tout. Et donc voilà, je me suis dit, ah, trop marrant, le monde est petit. Et je me suis dit, en plus, on avait interviewé le mois dernier Dikome Bakan que tu avais eu l'occasion de discuter avec. Et je me suis dit, bah vas-y, tentons, et let's go, c'est parti. Et voilà, très très heureux de te recevoir en tout cas. Avant de commencer, je voulais juste dire un truc, parce que c'est un des sujets récurrents récemment sur nos vidéos et notre média, c'est ChatGPT IA. On a eu l'occasion de développer un petit bot sur notre chaîne Twitch qui s'appelle Gpeto. Je pense que vous voulez faire @Gpeto _GPT. Donc on a dev un petit truc, en gros si vous parlez avec, il peut vous répondre, et donc c'est basé sur ChatGPT. C'est le moment, je me suis dit testez-le, si ça marche pas, voilà. Attendez, je vais vous avancer le truc comme ça, vous le voyez déjà. Et on est parti du coup. Du coup sur ce c'est bon, on est parti, on commence? Ouais, on est là. Quelle belle journée. Ah, que ça commence d'entrée. Ah, c'est dur les réseaux sociaux. ça va vite, hein. Ça va vite. Ça va très vite. Mais bon, voilà. En même temps, 5 millions de vues, on est quelqu'un. Bah ouais. Mais d'ailleurs, je parlais à ma sœur hier. Elle me disait, mais attends, le gars que tu vas interviewer, je l'ai vu, c'est un mème de Twitter, non? Et tout. Elle connaît pas la cassette. Ouais, il y en a qui te connaissent via ce canal. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. C'est tellement agile cette histoire, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est assez dingue pour le coup. Hein. T'es connu via cette reprise de mème. À quoi ça sert de bosser en fait? Oui. Tu taffes, 10 ans de carrière, entrepreneur, tout ça. Non, c'est mais je l'ai vu sur un mème et tout. Au final, c'est ce qui compte, c'est juste d'être vu. Comme ça, on vend plus de maillots, j'ai envie de dire. Donc. Exactement. Là, pour le coup, quitte à être vu comme ça, c'est bien d'avoir le maillot et de faire des ventes. Ok, sur ce, on est parti, je pense. Nous, notre première partie, c'est toujours de savoir un peu très rapidement qui tu es. Donc, qui est Arthur? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu dans la vie, du coup? Alors, je suis entrepreneur, ce qui veut dire que mon métier, c'est de créer des projets et puis de les mener le plus haut possible. Souvent des échecs, parfois des succès. Et j'ai mis un tout petit peu de côté ma carrière d'entrepreneur, c'est-à-dire de monter mes propres boîtes, pour devenir le directeur général, le CEO du meilleur club e-sport du monde, la Carmine Corp. Et à côté de ça, je fais des trucs dans les médias de temps en temps, enfin plus maintenant, mais avant, j'ai eu une petite pastille sur France 3. J'accompagne des projets en les aidant aussi, soit financièrement, soit en donnant de la force et du soutien aux fondateurs et fondatrices. Et voilà.
et d'où je viens. Je viens de base de Paris, du 18e. Ensuite, j'étais en banlieue, mais voilà, famille plutôt modeste, mais pas non plus pas besoin de faire pleurer dans les chaumières. Mais voilà, en tout cas, pas le cliché de l'entrepreneur héritier du 16e arrondissement. Mais bon, voilà, ça fait plaisir et c'est aussi pour ça que je suis là. Ce que je vous disais un peu en off, c'est que l'idée, c'est de donner de la force à des projets et surtout à des valeurs. Et quand tu m'as contacté, il y avait ces valeurs-là, en tout cas, je les ai senties. Et c'est pour ça que je suis là, en fait. Bah écoute, let's go, c'est parti. Excellente description, voilà. Je pense qu'on peut commencer. Moi, j'ai envie de revenir un peu, du coup, ça c'est notre seconde partie en général, c'est la partie un peu vie scolaire, j'ai envie de dire. Ouais. C'est un peu de contextualiser un peu le parcours de l'entrepreneur, de comprendre qu'est-ce qui l'a guidé vers le parcours entrepreneurial. Brièvement, c'est quoi un peu le parcours scolaire d'Arthur Perticoz depuis son collège un peu? Le problème, c'est que là, ça va un peu embêter les gens parce que j'ai vraiment le parcours de l'enfant idéal, tu vois. Ok. J'ai eu le bac mention très bien. Let's go, on est deux. J'ai bac ES. Alors que je foutais rien. C'est vraiment l'injustice, tu vois. C'est genre vraiment le truc. Des facilités. Ouais, et en fait, de juste, j'ai révisé une semaine et puis j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, tu vois. Ça s'est vraiment joué comme ça. Et donc voilà, beaucoup de chance. Mais j'ai pris une grosse claque en prépa. Parce que là, pour le coup, si tu bosses pas, il se passe rien. Ouais, donc un premier semestre catastrophique. Et ensuite, là, j'ai vraiment appris ce que c'était le boulot. Des 3 sur 20, des 4 sur 20. Ouais, vraiment dur, tu vois. Et donc voilà, et donc j'ai un master de Sciences Po Paris. J'ai un master du CELSA aussi, qui est une école de com et de journalisme. Et j'ai un master 1 de droit aussi. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu considères que dans ton parcours, tu avais eu pas forcément des difficultés, comme tu as dit, tu as eu des facilités dans la suivi des études, etc., mais plus dans les choix et les décisions prises sur les parcours que tu as pris? C'est-à-dire le droit, c'est un truc qui t'est venu directement ou c'est quelque chose qui t'est tombé dessus par défaut? Non, en fait, j'ai la chance d'avoir une maman qui a... En gros, elle me disait toujours, tu as des telles facilités que si tu échoues ou si tu loupes, c'est de ta faute. Ok. Petite pression, tu vois. Ouais. Et elle m'a jamais trop laissé dans le vague, tu vois. Et donc elle m'a toujours dit, si tu sais pas, on va trouver ce que tu veux faire. On va trouver un truc qui va t'ouvrir le maximum de voies, mais à un haut niveau d'excellence. Et donc c'est là où j'étais en prépa de droit et d'économie. Moi de base, je voulais être journaliste et j'ai pas kiffé les premières interactions que j'ai eues pour des stages et tout. Je sais pas, je me suis pas senti chez moi en fait. J'ai senti que les portes étaient trop fermées et je sais pas. Et donc ensuite, je suis parti plutôt dans la communication, le marketing de base. Et puis l'entrepreneuriat m'a pris. Ce qui est en fait pas une surprise parce que j'ai commencé assez tôt à avoir des projets. Même en fait, à 16 ans, j'ai lancé un petit site de streaming d'animé. C'était pas très légal, mais bon. Ça s'appelle ADN. Tu connais Crunchyroll? Voilà. Un petit projet comme ça, mais tu vois, sous le manteau. C'était quelle époque ça? J'avais 15-16 ans, c'était pendant mes vacances, donc 15-16 ans, c'était ça consistait en c'était il y a 18 ans, putain. Oh putain. Oh la vache. Donc voilà, il y a 18 ans, j'ai lancé ça, donc c'était vraiment les débuts. C'était en gros, à l'époque, les gens ils mettaient les liens sur des sites genre 1, 2, 3 vidéos ou Dailymotion, Dailymotion de toi le tout début. Il n'y avait pas du tout de contrôle. Et donc en fait, c'était pas illégal parce qu'on prenait juste des gens qui avaient posé un lien et en gros c'était un peu comme un forum où tu mettais les liens des trucs. Sauf que comme c'était un peu border et puis même que ça demandait beaucoup de travail, voilà, donc j'avais lâché l'affaire. Mais avec le recul, quand je pense à ça, je me dis ouais, j'avais un peu cet ADN d'entrepreneur. Mon père était vendeur de journaux, kiosquier. Et voilà, le truc est venu, je pense, comme ça. Mais c'est des rencontres qui ont fait que je suis devenu entrepreneur. Voilà, j'ai jamais bossé en fait dans une boîte. J'ai fait un stage. C'est vrai ça. J'ai fait un stage une fois. J'ai vu du coup ton compte LinkedIn et tout, et en regardant ton parcours, tu fais partie de ces entrepreneurs qui se sont lancés directement pendant ses études et il n'a pas forcément franchi le cap du monde du travail avec le salariat classique, etc. Je pense à Mido qui d'ailleurs est dans ce cas-là, qui est devant nous aujourd'hui. Donc non, c'est pas mal de retrouver un peu ce genre de profil. Moi j'ai envie de parler un peu de jeux vidéo parce que tu parles d'animé. Aujourd'hui, forcément tu es CEO de la Carmine Corp, donc voilà, e-sport, gaming, tout ça. T'avais déjà baigné un peu dans les jeux vidéo quand t'étais plus jeune? Ouais, moi je jouais beaucoup. Et puis j'étais du côté de mon père, j'étais fils unique. Okay. Donc toutes mes vacances, je passais chez mes grands-parents. Je faisais que regarder Game One et jouer aux jeux vidéo. Tout le temps. Je faisais rien d'autre. Et juste, il me sortait 30 minutes pour que je m'aère. À l'époque, faut quand même se dire, tu vois, on parle de ça il y a 25, 20 ans. T'étais un animal. Tu faisais ça, t'étais... Chérie, tu sors Arthur aujourd'hui ou c'était ça. Tu vois, mes grands-parents, ils étaient genre... Il est bizarre le petit, tu vois. Mais bon, vas-y, fils unique, on va le laisser tranquille, enfin de ce côté-là. Et donc je jouais beaucoup et j'ai eu la chance d'avoir un père qui gagnait pas beaucoup, mais comme je le voyais
pas énormément, tu vois, à Noël, il me faisait kiffer, quoi. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des consoles, et les consoles, c'était mes meilleurs amis, en fait, tout simplement. Et c'était trop bien. C'était des jeux solo, le machin. Et puis ensuite, adolescence, ça commence à brancher des Xbox en temps. Alors là, s'il y a des mecs de la cassée de 18 ans, ils vont dire, l'ancien et tout, c'est quoi ce Les télé cathodiques, tout ça. Mais ouais, c'était ça, on branchait, et puis on jouait à 16, c'était 4 Xbox collés, hein. Il n'y a pas avec des câbles et tout, tu vois. Franchement, c'était des. Et puis ensuite, StarCraft, mes premiers émois sur Internet. Et puis voilà, et puis ensuite, c'est parti. Mais j'ai un peu lâché, hein, en fait. L'entrepreneuriat me fait lâcher. Mes derniers faits d'armes, c'est que j'étais très très bon à FIFA. Genre en 2015. J'étais dans le top, je sais pas, peut-être 10 000, 5 000 mondial, tu vois. Tu vois, très bon pour un mec qui est pas. Ouais, qui est casu, qu'on va dire. Et puis qui a une vie, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Ils ont des caleçons sales sur FIFA. Je vois dans le chat, au cas ils sont là, le Weibo Ginel, c'est toujours le cas, c'est son destin l'a cassé, le fossile. Ouais, mais bon, voilà. Ils sont durs. Ils sont durs. Par rapport à ton parcours scolaire, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu marqué et que tu retiens encore aujourd'hui ? Pourquoi je pose cette question ? C'est parce qu'en général, il y a une constante qu'on a chez nos invités, c'est qu'ils nous disent souvent, par exemple, nos professeurs, ils nous ont souvent descendus en nous disant tu ne seras pas capable de faire ce que tu veux faire aujourd'hui, etc. Et souvent, c'est quelque chose qui leur ont beaucoup marqué. Tu vois. Et ça, il y a peut-être 2-3 interviewés qui nous le disent souvent. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te vient en tête d'un événement ou d'une petite anecdote qui t'a un peu marqué et qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui ? Moi aussi, ce dont je me rappelle, c'est ça. Enfin, c'est des 2-3 phrases comme ça qui m'ont marqué, mais... En vrai, je vais pas faire le mec qui se faisait taper par les profs. Non plus. Parce qu'en vrai, moi, j'étais juste le mec dans mon groupe de potes, on foutait un peu le bordel, tu vois, mais gentiment. Tu sais, c'est le mec, il a des plutôt bonnes notes sans rien foutre, donc tu sais qu'il peut faire plus. Il fait des blagues, il fait chier, mais c'est pas le pire de ses potes, donc c'est jamais lui qui se fait virer. C'est en fait, tu sais, c'est à la un peu limite. comme ça. Ouais, c'est toujours un peu, voilà. Donc en vrai, oui, j'ai 2-3 phrases en tête, tu vois, de gens qui m'ont dit, ouais, enfin, tu as un potentiel, mais qui sera inexploité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu feras jamais Sciences Po Paris. Bon, voilà, je l'ai fait. Il y a quelqu'un en études supérieures qui m'a dit, ouais, à force de toucher à tout et de te focaliser sur rien en termes d'expertise, tu seras l'expert de rien. Je me souviens de cette phrase. C'est, tu seras un cupcake, très joli à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Donc, un prof a dit ça ? Ouais, une prof du CELSA. Je pense à toi. Merci le prof, vraiment. Et voilà, mais en vrai, j'ai pas souffert de ça, tu vois. Si je suis honnête. Mais oui, comme tout jeune, c'est ces petits moments-là dont je me souviens. Mais en vrai, j'ai eu tellement de facilité que. T'as pris ta revanche, quoi, un peu. Mais c'est mais toujours marrant. De toute façon, on a besoin de ça. On a besoin de gens qui nous. Ouais, de ouf. Évidemment. Et au contraire, justement, t'as pas eu quelqu'un qui, avec sa positivité ou quoi, que ce soit un prof ou n'importe qui de ton entourage qui t'a marqué aller dans ce sens-là ou qui a cru en toi un peu directement ou... Il y a des gens que j'ai rencontrés effectivement qui m'ont fait confiance. En fait, pour moi, les trucs qui ont un peu enclenché, c'est aussi des gens qui, quand je cherchais des stages et que je connaissais vraiment personne, hein, j'avais pas de réseau. Tu vois, je suis au CELSA, on doit faire des stages, mais on connaît personne, tu vois, avec ma famille. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et voilà, t'as un prof qui va me dire tiens, envoie un email à cette personne de ma part. Et boum, ça va me faire un stage. Et en vrai, je suis devenu stagiaire d'un des directeurs généraux de la plus grosse agence de publicistes. Tu vois, j'étais son stagiaire, mec. Et juste parce que. Et donc, c'est des petits trucs comme ça. Mais les vrais exemples, c'est mes parents. Il y a pas de. Tu vois, ma mère a été dure avec moi, vraiment exigeante. Genre, tu peux vraiment atteindre le meilleur, donc fonce. Et mon père, ça a toujours été un exemple par son travail acharné. Parce que, vous savez, être kiosquier à Paris, c'est un mec qui est tout seul toute la journée. C'est 12 heures par jour. Ça ouvre à 7 heures, ça ferme à 7 heures. À 6 heures, ça fait l'ouverture, en tout cas, ça réceptionne les journaux du jour, du matin. Mais ça veut dire qu'il partait à 5h, 5h30 de chez lui, tu vois. Enfin, bon, voilà. Et ça, c'est un exemple de quelqu'un qui se bat. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple. En tout cas, moi, c'est ça mes deux. C'est un peu aussi ton modèle d'entrepreneur, quoi, au tout début. Même, et je vais te dire, même pas. Ah ouais ? Je l'ai jamais considéré. En fait, mais moi, entrepreneur, j'ai jamais voulu être entrepreneur. J'ai jamais. Mais même au début, c'était bizarre. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles dans lesquelles tu peux faire un stage dans la boîte que tu as créée. Et à l'époque, j'avais déjà créé une boîte, mais on pouvait pas faire ça. Et donc en fait, on faisait des conventions de stage avec nous-mêmes. En fait, c'est mon associé qui signait et machin. On pouvait pas faire ça il y a 10-12 ans. Et donc non, entrepreneur, j'ai jamais voulu être entrepreneur. C'est les rencontres. Ouais. Ah, c'était tombé dessus, genre. En fait, j'ai lancé des projets. Okay. Et maintenant, ça fait que je suis un entrepreneur. Mais j'ai juste lancé des projets. Et c'était quoi le premier projet que tu avais lancé ? Le tout premier projet, on va dire. Alors, le tout premier projet, c'est au CELSA, j'étais président du BDE. Okay. Et je me suis rendu compte que, en fait, on n'était pas très aidé quand on est président. Alors, c'est une petite école, donc il n'y a pas beaucoup de budget. Mais voilà. Et puis, on a lancé avec un de mes associés, qui est resté mon associé pour Wind, le gros projet.
qui était une boîte d'événementiel qui aidait les BDE à organiser des soirées étudiantes. Ok. Ok. Et à côté de ça, on a lancé un site qui s'appelait Info BDE à l'époque, qui donnait des conseils pour comment gérer les BDE. Ok. Des règles à suivre. On écrivait des articles et tout. Et voilà, donc première fois que j'ai fait du vrai marketing pour soutenir le projet. Mais notre business, c'était organiser des soirées pour les étudiants et les étudiantes, et puis aussi un peu pour des entreprises. On a fait travailler aussi pour BNP, pour Énergie Mobile et tout. Voilà. Pas que pour ton école, quoi, du coup. Non, là, à ce moment-là, je suis vraiment, Ok. c'est en dehors de, j'ai fini d'être président du BDE, premier projet, boîte Ok. d'événementiel en gros. C'est archi lourd ça. Ok. Voilà. C'est archi lourd. Ah, Mais c'est en vrai, on a fait ça un an et quelques, mais j'ai pas trop kiffé parce que c'était la nuit. Et alors j'ai rencontré des gens assez incroyables, des personnages, mais je sais pas, c'est un monde un peu bizarre. J'ai vu des gens gagner 2000 € en cash sur la soirée pour leur boîte, les prendre et au lieu de les emmener à la banque, les cramer à la fin de leur soirée à 2h et à 6h du matin, ils n'avaient plus rien, tu vois. En fait, ça m'a un peu dégoûté et c'est mes premiers pas dans les rencontres de gens qui gagnent de l'argent et qui font n'importe quoi. Ok. Il y a une longue succession de gens qui ont fait ça, mais voilà, c'était la première rencontre. Ok. Et qu'est-ce que tu en retiens un peu de ce première expérience Que j'aime pas du tout le monde de la nuit, Ok. que c'est pas mon truc, que aussi, ouais, il y a vraiment moyen de faire de l'argent dans plein Ok. d'endroits et que dans tous les cas, faut taffer, mais il faut aussi faire attention et qu'il y a beaucoup de choses qui montent à la tête. Mais quand j'ai fini cette aventure, j'avais pas du tout appris tout ça, tu vois. Ok. Avec le recul, ça a été une sacrée école aussi de commerce. Tu vois, j'ai appris ce que c'est la vraie vente. Tu veux faire toutes les écoles du monde. Hein. La vraie vente, c'est Et la paperasse aussi, sur le j'ai envie de terrain. dire. Parce que- un peu la paperasse, mais honnêtement, c'était pas le plus lourd. Non, et puis même gérer un projet. Tu sais, moi, j'étais pas celui qui était commercial, c'était vraiment mon associé. Moi, j'étais celui qui gérait la soirée. Ok. Et donc, j'ai géré des soirées, les personnes que tu mets au vestiaire, les patrons de boîte de nuit, parce qu'on n'était pas propriétaire. Et comment ça se passe concrètement, et puis surtout comment tu fais la fin de la nuit à 2h, 3h, 4h du matin, avec des gens évidemment qui sont ivres, Ouais. et comment tu sécurises, etc. etc. Donc une école de la vie aussi hyper intéressante, mais c'était ça le tout premier projet. Ok, donc premier projet. Et par la suite, comme tu as dit, tu as gardé ton associé pour créer Win. Ouais. Ça, c'était à quelle époque? C'était en 2000 2012 ou 2013, un truc Ok. comme ça. Et en fait, on se dit, bon, l'événementiel relou, il y a plein de problèmes. On a envie de monter un truc, et il y a les premiers trucs de ouais, on peut monter une start-up. Mais à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein, où Oui, on n'a pas où la tu même vois, vision. entrepreneur, c'est un métier, etc. Ouais. C'est ok. Et nous, on prend un exemple concret qui est La Fourchette. Ok. Et La Fourchette, c'était un super succès. C'était le truc vraiment. Et tu pouvais réserver des restaurants sur Internet. Et voilà. Et nous, on se dit, ok, c'est trop bien. Mais nous, notre vrai problème en tant qu'étudiant, c'est faire la queue le midi, alors qu'on n'a pas le temps, faire 30 minutes de queue pour acheter un sandwich. Ça, c'est une galère. Donc ça, c'est un problème que plein de gens ont rencontré. Que d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui se sont lancées là-dessus. Ouais. Et on a lancé un truc qui s'appelait ledej.fr, qui était en fait littéralement comme La Fourchette, mais le midi. Tu pouvais précommander. Alors, tu pouvais pas te faire livrer, hein. Tu pouvais précommander Aller chercher. et aller chercher, Ok. et tu faisais pas la queue. À l'époque, il y a Deliveroo qui est juste à Londres. Uber Eats n'existe évidemment pas. Ah oui, attends, en 2013-14, il n'y avait pas d'acteur. Ah non, il y avait rien. Il y avait aussi Allo Resto. Il y avait Allo Resto. Ah oui. Il y avait Allo Resto. Mais tu vois, il y avait personne vraiment sur la livraison comme on connaît aujourd'hui. Ouais, C'était ouais. un tout petit truc. Et on avance sur ce projet. Et en fait, on se rend compte que ça va être un gros truc de marketing, que ça va coûter très très cher, que en gros, soit on devient comme Deliveroo, mais en France, mais on sent qu'on va se faire massacrer. Deliveroo est petit à l'époque, faut quand même se rendre compte. Mais voilà. Soit on va pivoter et on va devenir un service qui va aider les entreprises de restauration à créer leur propre place, enfin marketplace, leur propre solution d'encaissement. Et c'est comme ça qu'est devenu, qu'on a créé Wind, qui est devenu mon plus gros projet, on va dire, en termes de succès à date. Et ensuite, on a ajouté les caisses enregistreuses et toute la clique de comment aider les retailers, donc les commerçants, à vendre en ligne, à vendre sur place, à emporter, à vendre en livraison, etc., etc., etc. Mais parce que l'idée date de 2012, mais on dirait vraiment l'appeler son McDo. Genre sur McDo, tu peux préco, tu vas dessus, tu préco, après t'arrives sur tu vas place, chercher tu après, livres, c'est ça le click and Notre collect, notre vraiment. exemple à l'époque, c'est les bornes McDo. C'est le début des bornes McDo pour Ok. commander. Il y a que McDo était les seuls à faire ça. Ouais. Et c'était notre exemple en se disant, mais en fait, on va apporter ces bornes-là à tous les autres, Ok. moins cher, etc. Et c'est là qu'on a fait, d'abord, tu as la marketplace, ensuite, tu as les bornes, et tu as un des commerçants avec plusieurs centaines de restaurants qui me dit, ok, mais moi, si j'ai pas la caisse qui est connectée à tout ça, qu'est-ce que je fais? Ok. On a créé une caisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est devenu un projet qui a explosé, et voilà. En fait, c'est pas venu d'un coup, quoi. Ah non, c'est pas arrivé un matin avec ce truc-là, au contraire. Mais c'est ça qui fait les beaux projets. Hein. Moi, pour l'instant, tous les projets que j'ai connus,
Aucune de mes premières idées n'ont été les bonnes. Par contre, l'évolution de ces idées ont toujours été derrière. Enfin, on rencontre des gens et on dit, ok, ce que j'ai, ça te plaît pas, mais qu'est-ce que tu es prêt à acheter, tu vois? Ah, Ok, bon, bah voilà, on va faire ça. Du coup, il faut savoir se remettre en question, ça veut dire, par rapport à ton premier projet. Si tu veux faire ça dès le début, tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné, il faut que tu aies assez de recul pour te dire. C'est l'entrepreneuriat, c'est assez difficile parce que d'un côté, tu as plein d'histoires de gens qui disent bah voilà, pendant 8 ans, j'ai continué et j'ai réussi. Si j'avais changé un truc, je n'aurais pas réussi. Et de l'autre côté, tu as la plupart des gens qui disent bah j'ai évolué. Mais c'est de la survie. Pour moi, être entrepreneur, c'est de la survie. Hein. Ok. Et puis ensuite, quand c'est bien installé, là, tu vis. Mais au début, c'est de la survie. Pendant longtemps, c'est de la survie même. Ok. Et tu as beaucoup dit on quand tu parlais des projets, etc. Et même tout juste après l'école, pour notamment à boîte d'événementiel, c'était toujours du coup avec un peu le groupe de potes que tu t'étais fait à l'école, avec qui tu avais déjà fait. Alors, c'était pas vraiment un groupe de potes avec qui j'ai lancé, c'était plus des contacts que j'ai rencontrés. Mais oui, moi, je suis pas du tout un entrepreneur solitaire. D'ailleurs, tu vois, j'utilise on assez naturellement. Ouais. Tu l'as dit toi-même, parce que c'est ce qui me fait kiffer. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est le côté team. C'est le côté on est ensemble et on a un projet et on fonce. Ça veut pas dire qu'on est potes, ça veut pas dire qu'on va faire toute notre vie ensemble. Ça veut juste dire qu'on va se lancer et puis on va avancer ensemble. Alors après, le problème des c'est comme dans tous les couples, c'est que ça se sépare à un moment donné, soit positivement, soit négativement. Mais ouais, à chaque fois, ça a été avec des gens et je me sens pas du tout capable de lancer un projet seul. Ok. Pas forcément en termes de capacité. Okay. Je te sens surpris par ma réponse. J'ai vu un sourcil, genre. Ce que je me dis tout à l'heure, c'est que tu as quand même dit une phrase de ta mère, elle disait ouais, tu as beaucoup de capacité, donc si tu n'y arrives pas, c'est que ça vient de toi. Oui. Et là, tu me dis, tu penses pas pouvoir lancer un projet tout seul. Ouais, parce que aussi il y a une forme d'humilité, hein, bien sûr. Oui, ok, oui, j'entends. Qui est importante. Et aussi parce que je sais que je suis pas le meilleur dans tous les domaines. Ok. Qu'ensuite, tu vois, je vais te dire très sincèrement, est-ce que je préfère gagner 5 millions qu'on se partage à 5 ou 2 millions tout seul? Bah, je te jure que je préfère gagner 5 millions qu'on se partage à 5. Ouais, je pense aussi en vrai. Et les gens ils peuvent dire ouais, tu vis de la gueule, tu vois, genre ok, t'es là, tu racontes d'autres trucs. Je l'ai vécu. Ok. Voilà. Il y a des moments où j'ai fait des choix qui m'ont empêché de gagner énormément d'argent. Ok. Parce que partage, mais aussi parce que parfois valeur, tout simplement. Et faire les choses telles qu'on les ressent. Alors j'ai fait 1 milliard d'erreurs sur la route, beaucoup. Mais j'essaye d'apprendre de tout ça et surtout, voilà. T'apprends en te prenant dans le mur aussi, quoi. Genre... Ouais, et puis, mais je sais pas, l'esprit d'équipe, c'est ce qui est cool. Tu vois, par exemple, si on m'avait dit, prends le cas de la Carmine, si on m'avait dit, tu viens, nous les fondateurs, on se barre. Ouais. Donc, ouais, mais tu pourrais dire, ok, je prends, tu vois, je suis un bon. Non, mais moi, je viens, mais toi, tu restes. Ok. Et on fait un truc ensemble. Et on fait... Ah ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Moi, je suis venu pour travailler, co-créer avec eux. Ok. Je suis certainement pas venu pour être solo, c'est hors de question. Au-delà du fait que dans ce projet-là particulier, ça n'aurait aucun sens. Mais vous avez compris un peu l'exemple. Ouais. Je vois. On a une question de Oriental Sun sur le chat. Il a prévu de reprendre l'entrepreneuriat plus tard, un des projets qu'il a en tête, en stand-by pour l'instant, où il souhaite avant tout se focus sur la cassée et son rôle de CEO. Dans tous les cas, moi, je suis focus full cassé. Et en fait, ce qui fait que je peux le dire d'autant plus facilement maintenant que ça fait 6 mois à peu près que je suis arrivé, c'est que ce que je vis au quotidien, c'est littéralement un projet d'entrepreneuriat. À aucun moment, je me suis dit... ouais, non, je suis employé. Je suis pas du tout employé. Même d'ailleurs, légalement, je ne suis pas employé. Ce qui fait que là, je suis vraiment dans un projet d'entrepreneuriat. J'ai pas créé le premier jour, mais on va dire c'est comme si j'étais un mec qui arrive un peu plus tard à côté des fondateurs. Donc vraiment, c'est ce qui fait que pour l'instant, je me projette pas dans autre chose. Après, j'ai 33 ans, j'ai déjà eu un certain nombre de projets dans ma vie, donc je sais qu'il y a une suite naturelle. Mais bon, pour l'instant, je suis là et j'espère que ça va continuer. Oui, tu as eu d'autres exemples comme ça où tu as rejoint en cours de route plutôt que de créer? Non, c'est la première fois. Et pour moi, c'était pas négligeable dans ma réflexion. C'est hyper drôle parce que quelques semaines avant, il y a un des employés que j'avais chez Magellan, une plateforme de podcast, on en reparlera peut-être après, qui me dit, c'est un plus jeune, genre peut-être un alternant ou un stagiaire, un truc comme ça. Et il me dit, mais c'est quoi les projets qui te feraient kiffer? C'est pas toi qui as fondé, mais tu pourrais reprendre. Je promets sur tout ce que j'ai le plus cher que j'en ai donné 3. Le premier, c'était la Carmine. Ok. Le second, c'était Disneyland Paris. Ok. Parce que c'est un kiff. Il y a un point commun, il y a le storytelling, les trucs, mais le second, c'était Disneyland Paris. Et le troisième, ce serait une méga boîte, genre Nike ou Apple, ou tu vois, un truc où vraiment t'es installé à un niveau mondial parce que je sais que j'apprendrais beaucoup. Okay. Mais il y en a aucun autre. Et même, tu vois, je suis fan du PSG, je lâche rien pour être patron du PSG. Ouais. Rien à foutre. Parce que valeur. Ouais, valeur, mais surtout parce que c'est déjà installé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? La question, c'est savoir est-ce qu'on va acheter bidule ou bidule.
Tu vois ce que c'est pas, Ouais. ça me passionne pas ça. Oui. Mais la Carmine était vraiment. Donc quand il y a eu la discussion, c'est pour ça que mais c'est la première fois que ouais, je me lançais dans un truc que j'ai pas fondé. Donc c'est pas négligeable en tout cas dans ma réflexion. Ouais, clairement. Intéressant. Moi, je voulais revenir sur Wind, après on passera sur Magellan, mais il y a une, je pense, on va dire, comment dire, quelque chose de répété entre Wind et Magellan, c'est les histoires de levée de fonds. Alors moi, tu vois, on est très intéressé par ça, parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément l'occasion de discuter avec des gens qui ont réussi à forcément lever, etc. Comment ça se passe, une levée de fonds, par exemple, chez Wind? Alors déjà, c'est beaucoup de préparation. Le plus important, c'est de savoir où est-ce que tu veux aller et donc à quoi va te servir l'argent. Mais aussi, c'est ce qui va te définir ce dont tu as besoin. Ok. Parce que c'est aussi compliqué de lever 1,5 million que de lever 25. Ok. C'est quasiment le même temps nécessaire, c'est quasiment le même travail. Mais la différence, c'est à quel point le dossier est avancé, à quel point tu as aussi des choses de ton côté que tu peux prouver, un business model, des chiffres, des trucs. Mais c'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de storytelling, de marketing, de la vision, mais aussi être très très fort sur tous les sujets parce que derrière, on va t'interroger. On va dire, ok, tu me dis ça sur le produit, prouve-le-moi. Tu me dis ça sur le marketing, prouve-le-moi. Mais tu me dis à 5 ans que tu vas faire tel chiffre d'affaires. Comment ? Etc. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, plus le projet évolue, plus l'argent levé est important, moins tu es seul dans ta levée de fonds. Ok. Tu as des gens qui te conseillent, tu as des intermédiaires, tu as besoin d'un directeur financier dans la boîte, tu as besoin d'un directeur marketing. Parce qu'à la fin, tu es entrepreneur. Et tu vas dire, on a levé de l'argent, maintenant on est 100, j'ai besoin de 30 millions. Ok, mais c'est quoi le projet marketing, comment tu vas faire ? Au bout d'un moment, dire, voilà, moi je vais faire ça, je suis Arthur, j'ai fait ci, nanana. Le gars en face, il va dire, ok, 30 millions, tu vois. Ok, t'as fait très bien avec 5, mais 30 millions. Tu vas dire, ah mais regarde, j'ai recruté Bidule, c'était le directeur marketing de Nike. Voilà, c'est sa vision. Tu veux le défier ? Ok. Tu lèves avec une équipe, Etc. en fait. Et en fait, tu viens et tu prends les meilleurs. C'est pour ça que être entrepreneur, c'est un peu plus. C'est pas être le meilleur violoncelliste, tu vois. C'est être plus chef d'orchestre où tu vas pouvoir Agencer. travailler avec les meilleurs. Et voilà, tu vas pas lui apprendre à tenir le violon, à tenir la guitare, la machin. Non, c'est ok, voilà, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Est-ce que tu peux me faire un dossier pour m'expliquer ce qu'on va faire sur les 3 prochaines années de marketing ? Ouais. Et c'est que de l'échange et voilà, c'est ça qui est super cool d'ailleurs. Ok. Parce que moi, je voulais revenir un peu sur un sujet d'entrepreneuriat dont on parle souvent, c'est un peu levée de fonds versus bootstrap, tu vois. Et c'est un peu le sujet que j'ai mis un peu au cœur de l'histoire de levée de fonds, c'est qu'aujourd'hui, quand on côtoie un peu les entrepreneurs, etc., ils mettent souvent en avant l'aspect bootstrapable d'une entreprise. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, bootstrap, c'est la capacité à faire avancer ton projet avec un petit capital. Et tu vois, je prends pour exemple, par exemple, je pense que tu connais sûrement Lemlist, Ouais, bien sûr. Guillaume Houbèche, qui dit que voilà, j'ai réussi à faire 6 millions d'ARR en partant de zéro, en un an, etc. C'est quoi un peu ton avis par rapport à levée de fonds versus bootstrap ? Est-ce que tu penses que peu importe le projet, en fait, c'est bootstrapable ou au contraire, en fait, tu as des projets très spécifiques où une levée de fonds, c'est inévitable, en fait ? Oui, il y a des projets dans lesquels, typiquement Magellan, donc plateforme de podcast, impossible à lancer sans avoir levé des fonds. Mais alors, en quoi c'est impossible, tu vois ? C'est simple, ça coûte tellement cher en termes de technologie à développer, en termes de production de contenu à développer et de marketing de lancement que si t'as pas 3 millions sur un compte, déjà tu peux pas le lancer. Alors tu peux lancer un truc de merde, Ouais, MVP. mais même un truc de merde, il te faut au moins 500 000 à 1 million. Mais ton taux d'échec, il va être démentiel. Et pareil, si tu pars en levée de fonds, ce qu'il faut, c'est savoir de combien tu as besoin. Ouais. Mais tu vois, le projet, par exemple, Magellan, depuis le premier jour, on sait qu'en dessous de 20 millions d'euros sur les 3 ou 4 premières années, c'est impossible. Ok. Et donc, on est clair avec les fonds d'investissement. C'est pas possible. Donc, on commence, bien sûr, pas 20 millions tout de suite, mais on commence par un montant, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour autant, ça veut pas dire que c'est bien de lever, ça veut pas dire que tu peux lancer, tu vois, la Carmine, c'est bootstrappé, et c'est ce qui rend le projet merveilleux, tu vois. Oui, je pensais Mais- ça. Ouais. En fait, pour moi, c'est un faux débat. Parce qu'en fait, il n'y a pas de débat. C'est juste qu'est-ce qu'il faut pour ta boîte ? Qu'est-ce qu'il te faut pour toi en tant qu'entrepreneur ? De quoi tu as besoin ? Si tu as envie de lever, tu lèves. Il y a des inconvénients énormes. Si tu as envie de te lancer sans lever de fonds et que 1 euro soit 1 euro et de réinvestir que ce que tu as gagné, fais-le. Et c'est très bien. Il y a des inconvénients aussi. Tu peux pas aller aussi vite. Mais par contre, tu as quelque chose qui est beaucoup plus solide. De l'autre côté, tu vas beaucoup plus vite, mais attention, c'est très friable. Tu peux lever, vous en connaissez des histoires de boîtes qui ont levé des centaines. Là, en ce moment, il y a une histoire incroyable. C'est la livraison en 10 minutes à Paris. Oui, Getir, Getir, Goria, Flink, machin, oui, etc. oui. Du jour au lendemain, ce truc est arrivé. Des milliards de levées, pas des millions, des milliards d'euros de levées un peu partout. Au final, Frishti a été racheté par Goria. Goria a été racheté par Getir. Getir, qui vient d'être mis en liquidation, en redressement judiciaire, va probablement être racheté par Flink ou un truc comme ça. Et au final, tout le monde a galéré, tout le monde a levé des milliards.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont gagné leur vie au milieu? Bah peut-être, tant mieux pour eux. Mais c'est bien la preuve que c'est juste pas un modèle qui est par nature sain et vivable. Pour autant, si tu pouvais pas, il y a un certain nombre de projets que tu peux pas lancer, faire grossir sans ça. Donc moi j'ai pas d'avis parce que je pense que les deux sont très bien. Il y a pas d'opposition entre les deux. bien sûr, je pense, ouais, y a pas de... Et puis Bootstrap un jour, ensuite tu lèves, tu vois. Et puis donc bon, l'un dans l'autre, tant que les entrepreneurs sont épanouis et ont des projets qui fonctionnent, moi derrière. Je pense que c'est surtout une question de vision, parce que moi, je prends pour cause, par exemple, avec ma vision d'ingénieur, par exemple, je dois conceptualiser le produit et le rendre tangible avant de pouvoir vendre quelque chose, tu vois. Là où d'autres personnes se disent que tant que j'ai une vision du produit et que je peux l'imaginer, eh ben, je peux demander de l'argent et je le construirai après coup, en fait. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un peu juste une question de vision. Est-ce que tu préfères... Est-ce que tu es capable, quand tu visites un appartement qui est une poubelle, de te dire, en fermant les yeux, je sais à quoi ça va ressembler après les travaux? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Vu comme ça, oui. Bah moi, je sais faire ça. Ok. Et je le sais parce que c'est comme ça que j'ai acheté mon appart, par exemple. J'ai Ah acheté une poubelle. Parce que je voulais un truc et j'ai fermé les yeux et j'ai vu ce que c'était. Et je pense que ça fait partie des compétences. Il y a des gens qui peuvent le faire et d'autres qui peuvent pas. Mais il n'y a pas des gens meilleurs que d'autres. Il y a juste, est-ce que tu te projettes ou est-ce que tu construis petit à petit? Moi, j'aime bien ça. Me projeter dans un truc qui n'existe pas. En fait, juste, tu fermes les yeux et ok. Et ensuite, tu vas le dessiner. Moi, la première action que je fais dans les boîtes que je crée, c'est du design. Ça coûte pas très très cher comparé à d'autres choses. Et ça rend les choses hyper tangibles. Parce que tu peux montrer à quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu peux lever de l'argent en disant voilà, ça va ressembler à ça. Voilà les fonctionnalités. Première chose que je fais, du design. Okay. C'est le visuel, c'est ce que tu vas pouvoir montrer en premier. Et surtout, si t'as pas grand chose pour lever des fonds, c'est sûrement le bon process, quoi. Bah, en tout cas, moi, c'est la manière dont je fonctionne et je trouve ça vraiment cool. Et par ailleurs, c'est très chouette parce que ça permet aussi de challenger un peu ton idée. De savoir, ok, tu l'imagines comme ça. Souvent, quand il y a des gens qui viennent et qui me disent voilà, j'ai ce projet, il n'y a rien. Ok, est-ce que tu l'as dessiné? Est-ce que tu peux là me dessiner, ok, dans un site internet, mais le bouton pour acheter, il est où déjà? Etc. Et toi, tu poses plein de questions comme ça. Et ça coûte zéro, enfin, très peu en tout cas. Il y a plein de gens en plus qui sont prêts à aider parce que tu as plein de designers, soit en alternance, soit en stage, soit des jeunes qui ont envie de se faire un book. Ah oui, c'est pour moi, c'est des ressources. Ouais, c'est trop bien de faire ça. Mais c'est donné à tout le monde, tu penses, d'avoir cette vision et de pouvoir, comme tu dis, construire une maison à partir d'une poubelle? Tu vois, encore une fois, moi je dis, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas inné, quoi. Tu vois, soit on le travaille, soit. Ce qui compte, c'est pas de la construire. Hein. Ce qui compte, c'est de se projeter et de la visualiser. Moi, mon métier, c'est de visualiser. C'est pas de construire. Ouais. Ah, tu vois, je ne suis pas capable de faire un seul, enfin, un des travaux de chez moi, incapable de le faire. Hein. Mais par contre, projeter et travailler avec les meilleurs. Ensuite, je prends un architecte, on discute ensemble, voilà, je le vois comme ça, on se challenge, on se met d'accord sur un truc, le projet pivote, se modifie un petit peu, mais voilà. Mais tu vois, regarde, au final, j'arrive dans un truc, c'est une poubelle. Je fais une offre directe. Parce que c'est comme ça que tu fais des bonnes affaires. Je fais une offre, boum, direct, j'appelle une architecte. Viens, on va dessiner le truc. Tu vois, et en fait, mon appart, j'ai fait exactement comme ma startup. C'est bien la preuve que c'est une manière de fonctionner. Tu as appelé l'architecte quand tu as donné l'offre sans avoir de réponse avant? Ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est un... Et voilà. Mais j'avais fait l'offre avant. Oui, ok. Ouais, quand même. Bon. J'ai fait une offre où j'ai dit c'est bien en dessous du prix, mais si tu me réponds sous 24 heures, ça part direct. Ah oui, ok. J'ai donné 24 heures. Voilà, bah après, c'est des trucs qu'on apprend aussi pour mettre un peu de tension dans le commerce. Des offres avec une date d'expiration. Ça marche bien, ça. Notez-le. Ça marche pas toujours, hein, mais ça marche bien. J'espère juste qu'il n'y a pas l'exproprio dans le chat. Ils n'ont pas fait une mauvaise affaire. Bon, ça va alors. Je voulais revenir sur un des questions, c'était sur le choix des associés. Ouais. Comment ça se passe? Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est une question qui va revenir avec la cassée notamment. Comment ça se passe pour toi? Et quand tu montes un projet, c'est quoi les facteurs que tu prends en considération pour dire aujourd'hui, je lance ce projet avec cette personne et cette personne? Feeling. Ok. Pur. Rien d'autre. Que de l'intuition. C'est pour ça qu'il y a aussi des erreurs dans l'eau, tu vois. Mais ouais, que de l'intuition. Et puis, l'intuition, c'est pas un truc, c'est pas le hasard. Hein. L'intuition, c'est plus tu as d'expérience, plus tu vas vivre des situations qui vont te rappeler d'autres. Okay. Donc l'intuition, c'est la somme de toutes tes expériences. Donc au bout d'un moment, l'intuition se forge. Les erreurs, les expériences, les rencontres. C'est pour ça que j'essaie de pas mal aider des gens, des entrepreneurs. À un moment, tous mes vendredis, c'était que pour aider des gens. Et bon, maintenant j'ai un petit peu moins le temps, donc je le fais un peu l'après-midi, le vendredi, mais j'ai pas beaucoup de temps. La Carmine m'a tout pris. Mais j'espère qu'à un moment je réussirai à relancer les choses comme ça. Et j'ai vu tellement, grâce à ça, en fait c'est un peu comme l'entraînement.
pour un entrepreneur. D'aider des gens, c'est de l'entraînement. Ok. Et ça m'a permis de voir plein de marchés sur lesquels il y a des marchés, je n'ai rien fait dans ce domaine-là. Mais je peux un peu t'en parler quand même. Ok. Parce que j'ai vu, des conseils, des trucs. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et j'ai vu beaucoup d'erreurs d'association entre des gens. Hmm. Plein. Moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre d'erreurs d'association. Parfois, ça s'est mal fini. Mais je n'ai jamais vécu d'erreur d'association. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit putain, si seulement je m'étais pas associé avec cette personne. Parce que même quand ça marchait plus, ou qu'il y avait un truc où on n'avait plus les mêmes valeurs, etc., on a vécu une histoire, tu vois. Ouais. Ouais. Une sacrée histoire, et on a avancé. Et les défauts des uns sont des forces aussi parfois pour les projets. Mes défauts sont aussi c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, tu vois. Hmm. Donc voilà, mais ce qui fait que... Je vois ce que tu veux dire, c'est parce que je sais plus qui m'avait dit ça, mais quand tu te sépares d'un ami ou voilà, d'un associé, en fait, faut garder les bonnes choses parce que tu as vécu l'aventure avec la personne qu'il a été au moment où toi, tu t'es associé avec cette personne. Et quand tu t'es séparé de lui, c'est devenu une autre personne. Donc, est-ce que tu peux lui en vouloir de ne plus avancer et vivre l'aventure avec toi parce qu'il a changé ? Non, parce qu'en fait, le projet que tu as lancé, dans lequel tu t'es embarqué, c'est avec la personne qu'il a été, mettons, 5-10 ans avant, quoi. Ouais, et puis avec le recul, au début, quand ça se finit, t'as le seum. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est normal, hein. Attends, on est des êtres humains, je sais pas, tu vois, t'as vraiment les boules. Mais la réalité, c'est qu'avec le temps qui passe, soit tu te retiens que les mauvais souvenirs, soit que les bons. Et j'ai de la chance, mon cerveau efface beaucoup de mauvais souvenirs. Ok. On peut peut-être... Wind, par exemple. Wind, l'aventure s'est terminée quand exactement ? Alors moi, je suis parti entre octobre 2016 et mars 2017. Ok. Ça fait un peu, ça a mis un petit peu de temps. Et oui, ça s'est pas très bien fini. Je vais pas rentrer dans tous les détails, bien tu vois, sûr. parce que justement, ne pas rentrer dans les détails, c'est aussi un moyen pour moi de garder les bonnes choses. oui, et puis de pas focaliser sur le négatif, tu vois. Oui, ça a clashé. Oui, je suis parti. Ça s'est pas fini positivement, mais on a trouvé un terrain d'entente. Ça a mis longtemps. On a trouvé un terrain d'entente en 2018. Et ensuite, j'ai souhaité que le meilleur pour le projet. Bien Tu sûr, vois. ouais. Par exemple, j'ai toujours refusé de communiquer auprès de journalistes sur cette expérience, tu vois. C'est pas mon dos, c'est pas mon problème. Oui. J'ai rendu mes actions, je suis heureux de ce que j'ai vécu. On a commis des tonnes d'erreurs. J'ai beaucoup appris, je trace ma route, j'en commettrai d'autres. Et voilà, je souhaite le meilleur à chacun. Et je suis tellement fier d'avoir lancé ce projet que j'ai juste envie qu'il fonctionne. Ouais, de garder les bons souvenirs et voilà. d'espérer pour le Et bon. chacun tire ses leçons et chacun apprend. Tu vois. sûr. C'est la vie. Franchement, il y a tellement de trucs difficiles. Et puis voilà, c'est aussi partir, ça m'a fait souffrir. C'était C'est dur. compliqué, non, de lâcher Ah un ouais. peu son premier projet parce que... Le premier lundi matin où je me réveille et je passe d'un emploi du temps. C'est un moment où j'avais 26 ans quand je pars. Et on a plus de. Tu vois, on a un nombre d'employés à 3 chiffres. Hein. Donc, et je suis DG. Donc, beaucoup de boulot. Ouais. Et que le truc, c'est que j'avais un emploi du temps, c'était quasiment à 5-10 minutes par rendez-vous au bout d'un moment, tu vois. Ok. Pour que tout passe, tu vois. Et le lundi matin, le premier lundi matin où tu te réveilles, et t'as rien. Calendrier vide, l'agenda, plus rien. Mon gars, ça a été dur. Comment tu fais pour rebondir après ? Parce que tu vois, je me dis, pour certaines personnes, peut-être que tu vois, tu rates ton enfin, c'est pas tu rates, je veux dire, tu quittes ton premier projet, t'as cette peur de vouloir reprendre un second projet, quoi. Donc, ouais, franchement, c'était pas toujours, ça n'a pas été évident de rebondir, mais j'avais 26 ans. oui, c'était Je veux jeune. dire, j'avais 26 ans. Puis à ce moment-là, j'ai pas vendu mes actions, hein, donc ma vie, ça reste de manger des pâtes tous les jours. Hein. On va pas... Je t'avoue, moi j'ai 26 ans actuellement. On a même 26 ans tous les trois actuellement. Sauf. Ah non, t'as 27 toi. 27. Je t'avoue, demain, il m'arrive ça. J'ai une boîte, ça se passe en clash à la fin et tout, mais même on part sur un terrain d'entente. Je pense pas que je me relance comme ça du jour au lendemain. Genre, j'aurais le truc en tête, je me dirais putain et tout. Tu gardes un peu les Ouais, mauvais genre, je souvenirs. pense. Moi, je pense que tu te relancerais. Tu penses ? Ouais, certain. Parce que si t'as ça en toi, c'est ta Ouais. vie, mec. Je comprends Et ce tu que vas veux pas, tu vas pas le laisser des erreurs, des incompréhensions, et puis même aussi, tu vas avoir le seum. Tu vas avoir envie de prouver. C'est Moi, je vrai. pense que tu vas avoir des moments durs, des semaines très difficiles, mais tu vas avoir tellement envie de prouver. Je pense que le risque le plus fort, c'est que tu te relances trop vite. Ouais. C'est probablement ça le risque numéro 1. Ok. Prends le temps de te reposer, prendre du recul. Et puis voilà. d'apprendre aussi, d'apprendre de tout ça. On va prendre quelques questions dans le chat parce que je vois qu'il y en a pas mal. Déjà, première question, est-ce que tu prends des nouvelles de tes anciens projets ? Alors, oui, sur le dernier, sur Magellan, évidemment. Sur Windows, non. C'est le passé, ça fait quand même Oui, 6 ans que je suis parti, 7 ans bientôt. Donc bon, tu vois, ça va. Et puis après, ceux qui ont foiré, l'avantage c'est que ça a foiré. Moi j'aime bien rater vite
échouer très vite. Donc moi mon truc c'est louper, quand tu loupes un truc, tu le loupes vite, comme ça tu passes vite à autre chose. Donc tous les projets que j'ai loupés, que j'ai pas lancés, où je me suis arrêté en cours de route, où j'ai pas eu le courage, tu vois. Au moins comme ça je passe vite à autre chose. Mais oui, Magellan, je regarde encore un petit peu. Oui, parce que finalement, Magellan, bon, je pense qu'on peut passer sur Magellan, ça peut être assez intéressant. Finalement, Magellan, toi, tu avais quitté Magellan en. C'est quoi, c'était cette année, enfin l'année dernière? Ouais, du coup, c'est on ça a vendu en juillet Ok. 2022. Et tu l'avais lancé en 2019, c'est ça? Et on l'avait lancé en 2018, je crois. 2018 ou 2019, je sais plus. Ok. 2018. Non, la rencontre. On s'est rencontrés avec Mathieu. Enfin, on a été mis en relation avec Mathieu en mai 2018. Et donc, on lance. À ce moment-là, on décide de s'associer. Le projet se lance publiquement en mai 2019, quasiment. Enfin, en début juin. Un an après, c'était notre objectif. Ok. Objectif probablement un peu trop ambitieux d'ailleurs. Mais on a lancé quand même. Et ouais, très beau projet. Je suis content. Ok. Il y a une question dans le chat. Je vais en profiter parce qu'en vrai, vu qu'il y a du gens, autant qu'ils prennent des nouvelles. Hein. Dans quoi est-ce que tu as investi ton argent, si tu veux en parler? Alors, je vais pas Oui. trop en parler, mais je vais parler de choses un peu diverses dans lesquelles j'ai pu investir. Bah, déjà, j'avais investi pas mal d'argent dans Magellan. Ensuite, j'ai investi dans des projets très variés. Donc, par exemple, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Mastéos, qui est une boîte qui permet aux gens de faire de l'investissement Je vois. immobilier. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle PlayPlay, qui permet de faire des vidéos courtes sur Internet. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle Manga.io, qui vise à créer une espèce de Netflix pour lire des mangas. Et puis après, des projets très divers. Le truc, c'est que depuis que je suis à la Carmine, je me suis mis des règles assez strictes. Ouais. De ne pas trop communiquer sur les choses dans lesquelles j'ai investi, Ok. pour pas faire du détournement de fans, ou profiter de cette Cette ferveur. voilà, de cette ferveur. Voilà, je suis pas là pour cannibaliser. J'ai investi dans une vingtaine de boîtes à peu près, une trentaine au total. Après, il y en a qui sont dead, il y en a qui ont été revendus, etc. Mais je veux pas du tout cannibaliser. Il y a une boîte sur laquelle il y avait un lien avec, on va dire indirectement avec la Carmine, et par ailleurs, ça matchait bien de bosser avec cette boîte-là. Ok. Donc ce que j'ai fait, que j'ai mis en condition du fait qu'on bosse ensemble, de revendre mes actions, et pour éviter que ce soit vu comme tu m'apportes un gros deal, parce que la Carabine c'est ouf, tu gagnes machin, je les ai revendus au prix auquel j'étais rentré. Je n'ai pas gagné un centime Ok. sur le truc, Ah ouais. parce que je veux être clean. J'aurais pu, honnêtement, j'aurais pu dire, bah voilà, tu mets 20% de gain, machin, rien à foutre. Et l'argent, c'est vraiment pas le truc qui me... Ouais, ça, on l'a bien compris. C'est pas le plus important. Enfin, ça a été un moment un objectif parce que j'en avais pas et que j'en voulais. J'ai pas optimisé mes gains à 100%, bien loin de là. Mais vraiment, j'essaye de faire les choses bien. Je veux vraiment être une bonne personne, enfin une meilleure personne. M'améliorer dans tous les domaines et notamment dans celle-ci aussi. Je pense que c'est des bonnes valeurs parce qu'en fait, si tu penses à propager le bien autour de toi, en fait, l'argent c'est secondaire, mais ça viendra peut-être sûrement, tu vois. Donc, enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à croire comme ça. En tout cas, si c'est pas l'argent, c'est un gain Oui. autre. Ouais. Mais mon vrai objectif, c'est vraiment d'être heureux, d'être épanoui, de vivre des aventures, juste de kiffer. Et ça peut paraître un peu genre une belle histoire du storytelling, mais voilà, dans ce cas-là très particulier, je donnerai pas la boîte en question. Factuellement, j'ai fait en sorte de pas gagner un euro, alors que j'apportais un deal très important. Parce que je pense que c'est important et que par ailleurs, je me suis aussi dit, mais la Carmine, ça a des fans, donc s'ils se rendent compte de ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu vois? Et Ouais. quel exemple on donne? Enfin, il y a plein de fans qui sont jeunes. Kamel, Prime, il se casse la tête à donner un bon exemple. Bien sûr. Voilà. Et ils ont créé cette boîte en essayant, sur la base de leurs images. La Carmine, ça. c'est pas mon image, c'est pas moi, c'est leur image. Alors, c'est leur image, mais tu la partages fortement, tu vois. Je la partage, mais c'est leur image. Oui. Et donc, je me dois de faire attention. Tu vois, de pas détourner les gens en disant, voilà, tu vois, par exemple, le truc de manga. J'aurais pu depuis le premier jour, tu te doutes bien, c'est un kiff même pour les fondateurs. Oui. Je dis non, on va pas en parler, moi je fais rien, je fais pas de mise en relation, ne me cassez pas la tête, réussissez votre projet. De toute façon, si vous avez besoin de réussir, bah, c'est sans moi, parce que si j'apporte, c'est qu'il n'y a pas... Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Je vous aide sur la partie business, mais personne ne le sait, on m'emmerde pas. Bon là je l'ai dit, parce que voilà, mais l'idée c'est pas de faire de la communication de ça, tu vois. Je Donc vois, voilà, je c'est pour ça que je communique pas sur les boîtes dans lesquelles j'investis, mais j'ai donné l'intégralité aux fondateurs de la Carmine. Ils sont au courant de toutes les boîtes dans lesquelles j'investis. Et ça, je pense que c'est bien aussi pour la casser, justement, ce côté éthique, parce que c'est quelque chose qui va bien dans les valeurs de l'image que transmet la cassée. En tout cas, sur tout ce qu'ils font, etc. Ils essaient de faire les choses au mieux. Enfin, c'est souvent ce que Kamel dit, en tout cas dans ses lives. Et du coup, je pense qu'avoir pensé comme ça, c'est aussi... Enfin, le fait que tu penses déjà comme ça,
C'est sûrement aussi pour ça que t'es. En fait, la chance que j'ai par rapport à eux, c'est que eux ont été médiatisés très très vite. Moi, je suis médiatisé, mais sur la partie business, donc sous le radar par rapport à la plupart des gens qui nous regardent, tu vois. Niche. C'est niche quand même, les entrepreneurs à Paris. Oui, j'ai plein de gens qui me suivent sur LinkedIn, tu vois. Mais bon, je suis pas créateur de contenu LinkedIn. Ok. Donc eux, ils ont ça, donc ils ont dû se co-construire avec ça. Alors que moi, en fait, j'ai appris l'éthique. J'ai fait plein d'erreurs, je fais plein de conneries, je fais plein de trucs où honnêtement, je me dis putain, j'aurais dû éviter de faire ça. C'était une erreur, c'était pas un bon comportement, c'était pas un bon truc. Donc c'est aussi un processus d'évolution. Et donc là, vous voyez le Arthur de 33 ans, mais j'aurais fait tellement plus de conneries si j'étais devenu patron de la Carmine à 25 ans, tu vois. Ok. Et donc juste c'est ça qui je pense est bien et voilà, on essaye de faire en sorte de faire les choses mieux et de progresser et juste d'être une meilleure personne au quotidien et de donner autant de bien qu'on a fait d'erreurs, tu vois. Enfin, essayer de compenser. Ouais, bien sûr. Tu parles beaucoup d'erreurs, parce que comme quoi tu as beaucoup appris de tes erreurs, etc. C'est quoi un peu la plus grande erreur que tu as pu faire et que tu as retenu le plus? Ah, putain, ça c'est une colle. Je t'ai posé une colle. Là. La plus grande erreur que j'ai pu faire. Vraiment, à un moment, tu t'es dit, là, vraiment, j'ai foiré. C'est qui t'a plus marqué. Ouais. Ouais. En fait, mes plus grandes, en tout cas celles qui m'ont marqué en termes d'erreurs, vraiment où je peux y penser au quotidien. Ouais. Je veux bien un peu d'eau aussi. Ouais. Ouais. Parce que les gens ne voient pas, mais il fait chaud ici, ce qui est normal. Une très belle installation. Je pense que les plus grandes erreurs, c'est des erreurs de comportement avec les gens. Où je me dis, putain, là, j'ai pas été un bon manager. J'ai pas Ok. été une bonne personne. Ok. J'avais de l'autorité sur des gens et j'ai pas dit les choses comme il fallait que je les dise. Ça, c'est les trucs qui m'ont le plus marqué. Ça, c'est des choses qui peuvent m'empêcher de dormir, par exemple. Ah ouais, à ce moment. Ah, ok. Ouais, vraiment. Ok. Moi, je travaille aussi là-dessus. Je suis très impliqué dans tout ce qui est sujet de santé mentale, psychanalyse, tout ça. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Moi, je conseille souvent aux gens d'aller parler. Parce qu'en fait, je crois pas qu'on puisse être le meilleur dans son domaine sans préparateur, sans coach. Moi, c'est un psychanalyste, mais après, chacun trouve sa voie. Je pense pas qu'on puisse être le meilleur dans son domaine si on n'a pas une team autour de soi qui nous permet d'être la bonne personne au bon endroit, au bon moment et de prendre les bonnes décisions. Et si tu as trop d'ego qui se joue quand quelqu'un envoie pas les bons signaux ou un bon truc, tu vas dire tu sais à qui tu parles. Ça, c'est pas possible de dire ça. Parce que tu dois pas remettre en cause ton ego à chaque discussion avec une personne. Et ça m'est arrivé par le passé quand j'étais plus jeune. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est des choses que je veux plus refaire. Je le refais parfois de temps en temps, bien sûr. Mais ça, typiquement, tu vois, dans la top liste, c'est ça, je pense. Mais il y a plein d'autres erreurs. Mais en tout cas, celle où je me sens de dire, voilà, ça, c'est vraiment des conneries de gamin. Ça, je pense que c'est le top. Ok. Tu parlais de développement personnel, santé mentale, etc. Tu as un profil de serial entrepreneur. Tu as investi dans énormément de boîtes. Ça demande du temps, forcément. Ouais. Et le temps, comment tu t'en trouves? Je sacrifie beaucoup d'autres choses. Je suis pas le meilleur ami de l'année, quoique les gens savent me trouver et je suis toujours là. Par contre. Je réponds toujours présent, mais je suis pas très bon pour donner des nouvelles ou en demander. Ok. Je suis probablement pas l'amoureux idéal non plus parce que voilà, je sacrifie du temps. Alors, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est de monter des projets. Tu vois, moi le week-end, l'après-midi, je suis au bureau de la Carmine. Je kiffe. Je me sens bien, tu vois. Et donc forcément, tu sacrifies des choses. Et ça, pareil, ça j'apprends à mieux gérer. Ok. Typiquement, ça fait partie des erreurs aussi. Travailler H24, c'est une connerie. Par contre, trouver son rythme. Tu vois, typiquement, moi je sais que mon rythme le week-end, c'est le matin, début d'après-midi, moi avec des potes, on va manger ou je vois ma famille, c'est ce que j'ai fait hier, tu vois. Et l'après-midi, à partir de 15h, notamment quand il y a des équipes qui s'entraînent au bureau, je vais les voir. Ok. Et tu vas dire, tu travailles le week-end, quoi. Ouais. Mais le week-end est un moment particulier. Je travaille pas le week-end comme je travaille la semaine. Ok. Donc ça, c'est des choses que je kiffe bien faire. Et puis c'est aussi c'est une passion. Donc c'est pas en fait c'est pas comparable. Tu vois, c'est pas je vais pas au bureau pour travailler pour quelqu'un. Tu vois, ça a rien à voir. C'est juste que déjà je suis entier. Toi, tu sais, quand je suis à la Carmine, je me considère vraiment comme je suis le CEO de la Carmine, donc j'ai des responsabilités. Donc puis j'ai des collaborateurs, des collaboratrices, il y a des actionnaires, il y a un board, en plus là il y a des fans, donc ça fait que Il y a une grosse pression. ça pour le partout, coup là, c'est ouais. le vrai truc qui différencie. Tu vois, il y a une vraie pression et je me dois d'être au maximum. Évidemment à la fin à la fin de chaque projet, je suis une poubelle. Je suis lessivé, je ressemble à rien, je suis épuisé. Et voilà, quand on vend Magellan en juillet 2022. Je suis dans un état proche de la poubelle, quoi, Ouais. tu vois. Je Le déchet, quoi. Je suis au bout du bout, la tête, c'est je sais pas quoi. Mais voilà, le truc, c'est 3 semaines de vacances en août. Et puis septembre, on commence à discuter. Et puis voilà, c'est parti. Et tu vois, ça m'a réénergisé. Tu vois, il y a des gens qui kiffent sauter en parachute.
faire de la motocross sur des falaises. Enfin, en tout cas, je vois tout ça sur Instagram, sur les Reels et tout. Des mecs, voilà, c'est leur passion, c'est ça. Ils travaillent pour ça. Moi, ma chance, c'est que ma passion, c'est de monter des projets. Donc, je suis all-in et voilà. Bonne chance. Ça s'arrêtera peut-être un jour. Oui, il y a une question de la régie peut-être. Ici la voix. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Petite question, Arthur, j'aimerais revenir sur les rencontres amoureuses. Petite question du coup d'un entrepreneur qui lui aussi a du mal à trouver du temps et qui a une maman qui commence à lui dire il faudrait peut-être que tu trouves quelqu'un. Comment est-ce que tu as fait pour trouver du temps pour potentiellement rencontrer, ou est-ce que ça se trouve en fait t'as pas rencontré et ça fait 10 ans que t'es C'est célib? personnel, Est-ce que tu peux partager ça avec transparence avec nous? Mais c'est vraiment la voix de Secret Story en fait. C'est genre ah ouais, c'est alors déjà monsieur la voix, moi j'ai la chance que ma maman m'a eu très jeune. Enfin mes parents m'ont eu très jeune, à 19 et 23 ans. Et donc ma mère elle m'a toujours dit prends ton temps mon gars. Ok. C'est trop bien d'avoir des enfants jeunes, elle me l'a dit, toi c'est trop cool. Elle a 55 ans, enfin 53. On a un fils qui a 33, donc c'est trop cool, tu vois, la proximité c'est trop bien. Elle me dit vas-y tranquille, t'as le temps. Et puis bon, c'est aussi l'injustice de la vie fait que les hommes ont plus de temps que les femmes évidemment pour des raisons biologiques. Donc j'ai le temps, donc déjà je me mets pas la pression là-dessus. J'ai pu me la mettre par le passé, mais je me la mets pas. Ensuite, je suis vraiment pas un expert pour dire voilà comment faire pour trouver l'amour. Après, il y a des sites de rencontres. Je t'invite à les essayer. Ça peut très bien marcher. J'ai l'impression que Mais Nico, c'est un podcast business. J'ai dit oui pour un podcast business, moi. Donc, C'est un ouf. C'est que sur les mais je pense qu'ils se sentent concernés, Migo. dans C'est les pour ça. amours. C'est dans les amours, c'est un ouf. Ah non, t'as lâché le blaze, Faza, fallait pas dire, c'est anonyme là. C'est vrai que la c'est des qui voix, sont la anonymes. voix. Non, mais oui, c'est vrai qu'on voilà, est là pour, je donne des petits comme ça donne des conseils au chat sur comment dodge une question tout en voilà. répondant. C'est comme ça qu'on Voilà, jette. Prenez voilà des- comment on tu fait de la prenez langue des de notes. bois. C'est t'as vaguement répondu à 30% et puis hop là t'as dodge La jolie flash la out, partie voilà, flash out et je retourne à la fontaine. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre chose? Oui, on parlait de Magellan, Wind, etc. Tu parlais de monter des business, que c'était un peu ton fort, etc. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est inévitable. C'est l'IA, GPT, etc. Je pense qu'on en a tous entendu parler. C'est quoi ta position par rapport à ça? Est-ce que tu le vois un peu comme une porte ouverte à ceux qui pourraient lancer des projets un peu plus facilement, etc. Ou alors au contraire, c'est un peu trop hâtif? Bon, déjà, j'attends de voir. Mon grand âge, je fais l'ancien un peu. Mon grand âge m'a permis de voir un certain nombre de trucs qui sont arrivés comme par magie, qui ont disparu de manière beaucoup moins magique. C'est ça. Donc j'attends de voir. Mais en vrai, on sait que l'IA, c'est quand même un sujet. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la manière dont c'est utilisé aujourd'hui, parce que ça va complètement évoluer, que c'est un peu comme la blockchain. La technologie qui est en dessous va rester et va être utilisée pour plein de trucs. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quels vont être les meilleurs les entrepreneurs ne sont pas des gens. Alors, il y a plusieurs. Il y a les gens qui vont créer la technologie. Ça, c'est plutôt des gens de scientifiques, ingénieurs, etc. Il y a des gens qui vont transformer cette technologie pour la mettre en application concrète, marketing. Et ça, c'est un autre métier. Et j'ai hâte de voir ça. Typiquement, la technologie de streaming, c'est pas Twitch qui l'a inventé. Par contre, Twitch est le meilleur emploi de la technologie de streaming et en se focalisant sur le jeu vidéo. D'ailleurs, ça marche mieux aujourd'hui que ça marchait à l'époque de Justin TV, tu vois. Donc, c'est bien la preuve que derrière, ce qui compte, c'est l'usage. Moi, je trouve ça cool. On a utilisé une fois à la Carmine l'IA. Ok. Parce qu'en fait, j'avais donné une mission à une jeune fille incroyable, cadreur, monteur, etc., pour faire une vidéo assez chouette. Et en fait, elle avait pas les ressources, on n'avait pas les moyens de payer des auteurs ou des vraies voix. Et donc, elle d'elle-même, elle m'en a parlé quand je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a écrit ce truc-là et qu'est-ce qui a fait la voix? Et en fait, elle m'a dit, on a utilisé l'IA pour écrire une partie et pour faire les voix, et c'est assez cool. C'est pas quelque chose que je veux qu'on utilise parce que quand même, on a toi aussi une responsabilité de faire vivre le marché des auteurs, de faire vivre le marché des voix. Puis je viens de Magellan, donc si tu C'est veux, ça, je je vais pas te pensais, sortir tout un délire que l'IA va tout remplacer. Mais dans des cas très particuliers, en tout cas, on sait comment l'utiliser. Mais j'ai hâte de voir les vrais business. Tu vois, je pense pas que faire des petites profile pics Twitter avec l'IA va devenir un business. Il y a des gens qui ont gagné de leur vie avec ça là pendant 6 mois, mais soyons un peu sérieux, tu vois. C'est vrai que vu comme ça peut être vu comme l'époque des NFT, etc., où genre il y avait des sous à se prendre sur une période. Mais après, à construire sur le long terme, c'est peut-être. C'est un peu des opportunités de nouveauté, quoi. Ça Ouais, arrive, c'est ça. donc Tu surfes sur la nouveauté. première des choses, utilisation et les gens le font, quoi. Ouais, et puis ça se co-crée avec des gens. Tu vois, c'est petit à petit que les choses se créent et répondre à un vrai besoin, petit à petit. Ok.
Écoute, moi j'ai envie de passer à la Carmine directement si on n'a pas Allez, let's go. de sujet par rapport à ça. Moi, c'est la première fois que tu rejoins un projet, non pas en tant que fondateur, comme Ouais. on l'a dit tout à l'heure. Quels sont pour toi les changements majeurs que tu as pu ressentir par rapport à Magellan et Win? Déjà, j'ai la chance de me réveiller tous les matins et que mon nouveau réflexe, c'est de regarder Twitter, que je ne regardais jamais. C'est vrai que tu es très Jamais. actif sur Twitter. Ah, ça, Bah, doit, je suis obligé. ça doit tout changer. En fait, de base, ouais, je vais même être honnête, là, je vais débunk un truc. De base, moi, je comptais pas être actif sur Twitter. Hormis retweeter évidemment les matchs, toi faire les trucs un peu basiques, c'est normal. En fait, pour la petite info, je le faisais déjà avant que je sois à la Carmine. Les grands tweetos peuvent retrouver mon premier tweet. Carmine était en D2, je crois. Oui. c'est Arthur, bien sûr. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, j'étais vraiment fan du projet et puis de l'e-sport déjà de base, comme tout le monde. J'étais fan de Fnatic, j'étais fan de G2, etc. Mais dès que la Carmine a popé, j'étais fan de Kameto, moi, de base, donc forcément. Et puis, je sais pas, les valeurs, le truc. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe et tu t'es pris dedans, tu vois. Ok. Donc, déjà, ça, c'est le truc, c'est que moi, j'étais pas un tweetos et je le suis devenu parce que, en fait, j'ai senti, au fur et à mesure, le club avait besoin d'une autre manière de s'exprimer. Kamel s'exprime beaucoup sur Twitch. Prime s'exprime beaucoup par des vlogs sur YouTube. Ok. Et il y a plein de moments où j'attendais d'eux, ou en tout cas je pouvais avoir l'espoir en me disant ah putain ce serait cool qu'ils communiquent machin. Mais en fait c'est pas tu vois, ce sont pas des pantins qu'on active. Oui, oui. Ils sont pas à mon service. Tiens, c'est pas des communiqués de presse vivants les mecs. Et c'est normal. Donc il faut pouvoir s'exprimer là-dessus. Et j'ai dit bah ok j'y vais all in. On va voir si ça se passe bien, si ça prend bien, si les gens ont de bons trucs. Et si dans les premières semaines, ça avait floppé, où les gens se disent mais pourquoi il parle lui, c'est qui, il se prend pour qui. Ou même, tu vois, aussi Kamel ou Prime m'avait appelé en me disant Arthur, vas-y tranquille, tu vois, c'est pas ce qu'on attend de toi. J'aurais arrêté, Oui, bien sûr. mais tranquille. Mais j'ai senti dans certains moments que ça permettait, typiquement, j'étais hyper actif, répondre à des problématiques sur les maillots, lancer le nouveau merchandising. Ok. Je vais pas attendre de Kamel et d'Amine qu'il communique sur l'intégralité d'un hoodie, qui règle un problème, machin. Bon, maintenant, on a une personne qui s'occupe de ça, mais de base, on avait personne qui s'occupait du merch en interne. Et voilà, où quand il y a eu des soucis, il y a eu un gros bad buzz à un moment donné, et ça prenait des proportions. Il y avait des arrobas de sponsors d'une équipe concurrente et tout, avec laquelle, par ailleurs, les fondateurs s'entendent super bien, Kamel et LRB, pour ne pas le citer, Sakor. Tu vois, il y a un moment où j'ai senti qu'il fallait juste dire, les gars, ok, il y a des problèmes, il y a un truc, on va le régler, mais tranquille, ça a un impact sur tout le monde, tu vois. Et j'ai senti que c'était peut-être la bonne manière de s'exprimer et que j'étais probablement le seul au club capable de ça. Et aussi, ça m'a donné une légitimité pour que tous les gens qui sont autour du club, pas les fans, mais les partenaires, les sponsors, les diffuseurs, les organisateurs de X ou Y, sentent que me parler, c'est aussi une manière de régler des problèmes. Ok. Et pas que ce soit toujours de « ouais mais Prime », ouais mes Kamel, ouais mes côtés, ouais mes Soulé. Parce qu'en fait sinon, à quoi je leur sers si je ne leur permets pas de régler des problèmes sans que eux soient impliqués. Tu dois être complémentaire par rapport à C'est les fonctions qu'ils ont déjà prises. En fait c'est une voilà, j'ai estimé que c'était une voie. Et puis après vous savez comment ça marche. Boum, et puis maintenant des likes et des machins. Donc le matin j'ai la chance notamment, j'ai une succession de week-ends assez chevaleresques où le samedi matin j'ouvrais un œil et notre communauté se comporte mal sur Smash, enfin se comporterait mal sur Smash, hein, je mets évidemment des guillemets, et puis un autre matin c'est un autre truc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est la vraie différence, et là. Mais quel plaisir pour un entrepreneur de créer un truc, de participer à des choses qui ont un vrai impact sur la vie des gens. Et Ça, t'as des c'est retours trop bien. directs, quoi. Vraiment, t'as des retours directs à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois que tu fais un truc. En vrai, c'est trop bien, c'est trop cool. Alors, bien sûr, il y a des moments où il y a des sujets, des manières de faire où dans un monde idéal, j'aimerais que les fans fassent ça. Mais tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels je pourrais donner mon avis en tant que personne, en tant qu'Arthur. Oui. Où je le fais pas parce que j'estime que non, là, c'est un peu trop c'est les plates-bandes des fondateurs. Donc, Ok. non, quand même tranquille, chacun est à sa place. Vous avez défini les limites là-dessus? On n'a pas du entre tout défini vous, les limites. ou c'est, oui, c'est que au feeling, c'est à l'intuition. Ça se fait naturellement. Ouais, c'est Ouais, ça. et puis je pense que Ouais, et puis ils savent que je suis vraiment à l'écoute. Ils peuvent m'écrire tout le temps. On se voit très souvent, notamment avec Kamel parce qu'il stream beaucoup des bureaux maintenant, un peu moins avec Prime parce qu'il voyage énormément. Mais voilà, ils savent que eux ou leurs intermédiaires, hein, parce qu'ils ont des gens qui bossent dans leur team qui peuvent m'écrire à tout moment. Voilà, tu vois, il y a un moment où ils peuvent me dire les trucs. Vous voyez, je suis là, je suis quand même plutôt accessible. Je suis pas
Je suis pas venu en costard cravate. Je suis pas un ancien patron d'une grosse boîte. Je pense que j'ai quand même l'ADN Carmine. En tout cas, j'ai l'impression que ça y ressemble pas mal. Je pense que tu la transmets très bien, l'ADN Carmine, hein, déjà. Oui, clairement. Et moi, je le ressens, en tout cas, tu vois. En tout cas, mon profil, c'est la personne qui a beaucoup suivi Carmine, comme j'avais dit en off, depuis le début jusqu'à le deuxième split. Après, moi, j'ai très peu suivi après parce que j'ai eu des trucs personnels à régler, voilà. Des obligations. Des obligations personnelles à familiales. régler, notamment. D'ailleurs, ça répond peut-être à la question de la voix. Ah oui. Ah, De comment réussir en amour, peut-être. Comment t'as fait ça de peut-être ah, donc ça le relance tranquilliser. sur moi. Tranquilliser. Ouais, tu vois, hop là, tiens, t'as voulu me mettre dans la sauce. Non, mais c'est vrai. Attends, pour répondre au Mido par rapport à ça, moi j'ai senti une baisse de motivation et de charge d'investissement dans la réussite, par exemple, quand j'ai dû organiser mon mariage. Donc, je t'ai juste fait attention, quoi. Voilà, tu vois, parce que si jamais t'entres dans la vie active de l'amour, etc., peut-être que Atmosgear aura des soucis ou quoi. Mais voilà. on est où là? Pardon. Revenons sur la on est réussite, où, là s'il vous plaît. C'est le retour de Radio Sex. Vraiment, Voilà, on fait une petite ref à Radio Sex. Non, j'avais une question, c'était par rapport au fameux titre de CEO, parce que toi, tu m'en parlais Ouais. d'un point de vue comptabilité, administratif, etc. CEO, c'est un titre qu'on entend souvent aux États-Unis, mais en réalité, en France, est-ce qu'il y a un CEO? Ce serait pas plutôt président et Non, directeur c'est directeur DG? général. Voilà. Directeur général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être CEO chez la Carmine Corp, tu vois? Alors, directeur général, ça veut dire que tu es en charge à la fois de co-créer la vision du projet sur le temps long avec les fondateurs, avec le board, mais les fondateurs sont dans le board. Donc, tu co-crées la vision. Mais je me sens tout aussi légitime pour leur partager des projets avec une vision. Et s'ils sont pas d'accord, on débat, machin, et à la fin, c'est le board qui décide. Hein. Mais c'est co-créer la vision, ça c'est le premier point. Le second point, c'est de faire en sorte qu'elle s'applique et qu'elle se mette en œuvre sur tous les projets. Et donc ça va être recruter des directeurs sur tous les pôles et faire avancer, pôle par pôle, tous les sujets, les uns après les autres. Et puis après, il y a un certain nombre de responsabilités légales, diverses et variées, mais c'est ça, être directeur général. C'est vraiment une direction globale, mais une fois de plus, je ne suis pas le meilleur sur la plupart des domaines. Moi, je vais être le meilleur sur comment travailler avec les meilleurs. Et les challenger, hein, parce que c'est pas parce que t'es bon que je vais pas venir t'emmerder. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, je suis très chiant. Je te promets, j'ai un club de foot. Genre, tu prends les meilleurs pour aller plus loin, etc. Alors, mais en fait, j'ai envie de dire, même dans l'entrepreneuriat de manière générale, tu prends aussi les meilleurs pour construire ta boîte, etc., comme Arthur l'a dit. Franchement, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, je pense. Et si c'est la même chose, justement, est-ce que tu vois un point commun avec Wind, Magellan, dans la création, et dans la vie de la KC? Alors, sur la partie vraiment business, 100%. Ok. Tu vois, les sponsors, c'est gérer des gros deals. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà pu faire. Sur la partie merchandising, c'est créer des choses et les mettre en vente. Pour le coup, principalement sur le web. C'est des choses que j'ai déjà pu voir. Alors après, j'avais pas... Pour le coup, on n'a pas parlé de tous mes projets, mais j'ai eu un projet de chaussures. J'ai fait 1 milliard de trucs. Sur la prise de parole, en fait, j'ai eu une pastille sur France 3 pendant 2 ans où j'ai donné des conseils de 3 minutes. Pendant 3 minutes sur comment trouver un emploi. Sur France 3, notamment les France 3 de région. Donc c'était assez cool à faire. Et ça m'a beaucoup appris à prendre la parole. Alors j'ai de la chance, ça se passe plutôt bien de manière naturelle, mais ça m'a appris à parler face caméra, voilà, un texte, prompteur. Moi, tu me mets un prompteur, un truc, je te le fais, tu vois. Je l'ai fait 64 fois exactement. Je tournais ça les samedis, c'était assez amusant. Donc voilà. Et en fait, ça coche tellement de cases. La partie événementielle, parce que c'est un sujet à la Carmine, j'avais une boîte Ah d'événementiel. bah oui, la boîte d'événementiel. Donc en fait, c'est là où je me suis dit, bon, ok, l'e-sport, t'as jamais travaillé dedans, t'as pas la légitimité, mais est-ce que c'est pas en fait aussi une force? Parce que l'e-sport, c'est aussi un truc d'entre-soi beaucoup. Et je pense que ouvrir un petit peu, ça permet De l'assainir un peu. Ouais, ou en tout cas, à minima, d'apporter de la nouveauté. Et de dire, non, les gars, honnêtement, ce truc-là, ça se fait dans l'e-sport depuis 10 ans, mais c'est pas normal. Tu prends ce truc-là dans n'importe quel autre domaine, c'est mort. Donc voilà, c'est la même chose. Mais sans arriver avec l'arrogance de écoutez, les gars, moi, j'ai monté des boîtes. Je suis quelqu'un. Non, on y va tranquille, on apprend, mais on prend les dossiers, tu vois, le merchandising. Entre le moment où je sens que je vais prendre le dossier, évidemment avec les fondateurs, d'un point de vue opérationnel, et le moment où j'ai la personne qui s'en occupe qui arrive chez nous, il y a un certain nombre de mois, tu vois. Donc là, voilà, j'ai pris le dossier, main dans le cambouis, avec la team déjà en place, et voilà, c'est juste, tu montes sur le ring et tu fais en sorte de gagner, c'est tout. Puis ensuite, tu prends ton gars et tu dis maintenant c'est toi sur le ring et moi j'ai d'autres chats à fouetter, tu vois. J'ai lancé le mot événementiel, etc. dans le chat, ça sort KCX. J'y pense, un KCX organisé par Arthur. J'ai l'impression qu'ils veulent des infos par rapport à ça. Pas d'infos à date. Voilà, pas d'infos à date. Moi, j'avais une question. Vas-y. Comment ça s'est fait? C'est-à-dire que
est-ce que Kamel Amin avait en tête d'avoir un CEO et on cherchait et on trouvait? Ou alors est-ce que c'est une rencontre et ensuite vous avez tous décidé de ça? Enfin, est-ce qu'ils avaient vraiment un process de recherche à la base ou alors c'est plus par rapport aux gens qu'ils ont rencontrés qui se sont dit que ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre à la tête Ce qui est dingue, c'est que toutes les rencontres que j'ai pu faire avec qui je me suis associé de manière ou d'une autre, c'est complètement le fruit du hasard. Tu vas me dire, encore du storytelling. Et oui, et il faut être un storyteller. C'est une grande partie du métier de CEO, c'est de raconter des histoires, mais des vraies histoires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sur Insta. C'était la phase juillet 2022, tu vois, genre, la fin de la boîte. La phase déchet. La phase déchets poubelle. Forme poubellique. Et donc, dans ma forme poubellique, je regarde, comme toutes les poubelles, des stories Insta. Il y en a qui regardent les TikTok, moi, c'est les stories Insta. Et là, il y a une personne que j'ai dans mon réseau qui affiche une photo avec Prime. Je réponds, incroyable, j'adore ce projet. La personne me répond, ah mais c'est trop cool, tu pourrais peut-être leur donner des conseils, prendre un café avec eux. Je dis ouais, ok, why not. Enfin, franchement, donner des conseils aux fondateurs, toi, ou en tout cas parler avec les fondateurs de ton club préféré, genre... grave. Ouais, grave. Let's go. Le temps passe, les vacances et tout. Et puis on se redit en fait, et la personne me dit, ah, c'est un bon timing, il faut que tu les vois. Et je commence par voir Kamel, et immédiatement ça enclenche sur le sujet. C'était juste un bon moment en fait pour ça. C'était le moment où le projet, en fait, la Carmine, c'est un projet magnifique, parce que c'est un projet de 2 personnes qui se réunissent, avec le côté saoulé, hein, ils sont 4, mais je la fais courte. 2 personnes qui se réunissent, et qui réunissent leur communauté autour d'un projet, qui est l'e-sport. Donc au début, ça se gère un peu comme un projet comme ça, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça devient une vraie boîte, avec des employés, avec des problématiques, avec la nécessité de passer beaucoup de temps sur le truc, à 100%, même. Plus que 100%, à 120. 120, ça dépend combien c'est 100%. Si c'est 40 heures, c'est sûr qu'on est plus à 200%. Mais bon. Et ça fit avec un moment où ils ont... Voilà, il y a ce besoin. En fait, eux, personnellement, avaient le besoin. Le club avait le besoin. Et j'ai tendance à dire que probablement les fans, les sponsors, les collaborateurs, les collaboratrices, également avaient ce besoin. Et donc voilà, c'est le hasard de la vie et j'en suis tellement heureux. Mais encore faut-il prendre le hasard parce que... Il y a plein de gens qui loupent les heureux hasards parce qu'en fait, ils sont pas actifs. Ils vont dire, ah ouais, tu vois, mais les planètes, elles sont pas super alignées. Mais si tout est aligné, on n'a pas besoin de toi, l'ancien. Tu vois, il y a un moment, personne t'attend. Tu vois, personne, mais même le monde ne t'attend pas. Donc c'est à toi d'aligner les choses au maximum. Et là, les choses étaient alignées, étaient pas mal alignées. Donc voilà, et puis ça a bien fité. Et quelle joie, tu vois, quelle joie. Ça me fait penser ce que tu me dis là parce que j'avais vu une question passer tout à l'heure et elle était assez intéressante. C'était comment se créer un réseau dans l'entrepreneuriat quand on n'en a pas et comment on fait en fait pour lancer son premier projet quand on n'a pas de réseau en fait tout simplement. Et qu'on a une idée. Et qu'on a une idée, voilà c'est ça. Alors, moi je suis hyper nul en networking, vraiment. Ok. Je vais pas aux événements la plupart des fois. Je suis un gros flemmard. En plus je travaille beaucoup, je suis tout le temps fatigué. Donc je cancel tout. Enfin je me pointe pas, tu vois. Je suis pas très bon dans le networking. Donc, il y a plein de gens qui sont très forts. Donc, il y a plein de podcasts, de trucs où, honnêtement, écouter les podcasts sur networking, les gens sont super forts. Mais moi, c'est pas ma compétence numéro 1. Après, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours apporter de la valeur quand je rencontre quelqu'un. Donc, tu vois, pareil, parfois, il y a des gens chez qui je vais pas investir. Là, j'investis quasiment plus ou très, très peu. Parce que j'ai plus d'argent, plus les moyens. Il faut que ça se revende pour que je puisse réinvestir. Malgré tout, j'essaye de leur donner une heure utile. Donc, je suis hyper honnête. Donc, ça peut être assez brutal, tu vois. T'as quelqu'un qui va apporter un truc, il dit non, je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas ça? Parce qu'en fait, il y a une incohérence ou un truc. Et déjà, ça, je trouve que ça permet de figer dans la mémoire des gens. Ok, quand tu parles à Arthur, il va t'apporter des trucs. Tu vois. Et donc, après, bouche à oreille. Parce que tu vois, quand tu parles à Dicom ou à Tongé, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah ouais, en vrai, Arthur, il y a peut-être un truc à faire. En fait, c'est comme ça. C'est juste de temps long. Moi, j'ai considéré vraiment que ma vision de l'entrepreneuriat, c'était un marathon. Moi, j'ai commencé pour faire ça pendant 40 ans, 50 ans. Moi, je suis pas un mec de un projet, on prend plein d'oseille, et puis ensuite, la vie est trop cool. C'est pas mon truc. Et sinon, j'aurais pas fait les mêmes choix de vie. J'aurais tout fait pour que mon premier projet, je maximise l'argent que je gagne. C'est pas ce que j'ai décidé de faire. Donc ça, pour moi, c'est le conseil numéro 1, c'est sers vraiment les gens. Et ils vont se souvenir de toi. Puis ensuite, l'effet de réseau va s'activer. Mais dans le vrai networking de j'ai rien, comment je lance mon projet, y aller aux événements, se faire inviter, à chaque fois demander à une personne avec qui ça fit bien, est-ce que tu peux me mettre en contact avec 2-3 personnes
et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ne pas hésiter à écrire sur LinkedIn, la preuve. Il y a des gens qui répondent, c'est toujours un peu du hasard, mais il y a des gens qui répondent. C'est jamais. Ouais. Et voilà, tu vois, lancer son podcast, ça permet de rencontrer des gens et voilà. Mais il y a des gens qui sont très forts dans ça et je les laisserai donner les bons conseils. Mais tu voulais dire quelque chose? Ouais, je disais que c'est très important de demander. On en avait déjà parlé la dernière fois et là, c'est ce que tu disais un peu. Et il faut pas hésiter à demander, effectivement, rien que pour se faire du Des fois, en fait, moi, je m'en rends compte avec le média qu'on a lancé, tu vois. Des fois, au début, on se fermait des portes juste parce qu'on disait ah non, mais un tel est inatteignable. Ah non, mais un tel, en fait, jamais va répondre et tout. Et tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se fait graduellement. C'est-à-dire que tu commences avec tes proches. Ensuite, tu commences avec des proches qui connaissent des entrepreneurs. Ensuite, ces entrepreneurs, en fait, ils sont dans un réseau d'entrepreneurs. Et en fait, de fil en aiguille, 1 an, 2 ans, tu arrives à construire un réseau, en fait. Tu vois. Et pour moi, le podcast que je crée, pour moi, c'est le réseau de la réussite. Et je trouve ça incroyable, en fait, tu vois, de se dire que, voilà. Il y a encore 2 ans, tu vois, on était avec nos propres micros, on était sur Discord, tu vois, on invitait nos amis, etc. Et aujourd'hui, on arrive à construire un pseudo-réseau, tu vois, et je pense que c'est un exemple parfait de comment tu pourrais te lancer et débuter quelque chose, quoi. J'ai vu derrière dans la régie, vous avez une question, c'est ça? Une question, ouais, je crois. Ouais, en fait, sur le chat, il y a une question qui revient assez souvent, notamment pour Arthur. Qu'est-ce qu'il maîtrise le plus et sur quoi il a besoin d'être épaulé, sur quoi il a besoin d'être aidé? C'est revenu plusieurs fois dans le chat, donc si, voilà. Sur quoi j'ai besoin d'être épaulé à la Carmine Corp? En général, j'imagine, le message c'est Arthur dit de ne pas être spécialiste en tout. Pour lui, qu'est-ce qu'il maîtrise et sur quoi a-t-il besoin d'être épaulé? Merci. Ok, très clair. Déjà, comme je l'ai dit, en tout cas, la compétence que j'essaye de développer le plus, c'est trouver les meilleurs et travailler avec eux pour atteindre les objectifs, blablabla. Donc, il y a beaucoup de storytelling, de faire en sorte que les sponsors soient contents, de les séduire, de les convaincre, négocier des deals, ça je sais faire, motiver des équipes à avancer, gueuler quand ça va pas aussi. Parce que, évidemment, je dis non. Alors, en fait, avec le temps, tu apprends qu'il n'y a même pas besoin de gueuler. Je dis, il faut pas faire ça. Et t'expliques pourquoi. Et les gens, s'ils ont un cerveau fonctionnel, ils comprennent très vite. Donc normalement, ça roule bien. Maintenant, sur quoi j'ai besoin d'aide? Surtout, j'ai besoin des meilleurs, en tout cas à la Carmine, j'ai besoin des meilleurs en merchandising, des meilleurs en événementiel, des meilleurs en e-sport, des meilleurs en finance, des meilleurs en levée de fonds, des meilleurs en ressources humaines, des meilleurs en design, des meilleurs en content, des meilleurs en tout. La chance exceptionnelle de la Carmine, c'est que dans la liste de ce que j'ai donné, certains des meilleurs du domaine en France, voire en Europe, voire dans le monde, sont les fondateurs de la Carmine. C'est fort. Et qui aujourd'hui s'installe à la table de Kamel et dit je suis un meilleur casteur que toi? Dites-moi juste qui peut faire ça. Il y en a peut-être. En tout cas, le meilleur casteur du monde pour caster la Carmine, c'est Kamel. Il n'y a personne d'autre. Voilà. Donc au moins c'est clair. C'est comme ça. Et donc quand tu as ça, Prime est le meilleur du monde dans un certain nombre de domaines aussi. Soulé est très très fort aussi. Côté, qui peut s'installer à la table de côté et dire j'ai une meilleure compréhension que toi de la communauté? Voilà. Donc en fait, ça c'est une chance incroyable. Maintenant, il y a d'autres domaines sur lesquels il faut qu'on les soutienne aussi. Et aussi qu'on les utilise sur les sujets sur lesquels ils sont les meilleurs. Vraiment les meilleurs. Moi, il y a des sujets sur lesquels, sans offense, qu'est-ce qu'ils en savent? Mais je suis là pour ça. Comment on peut leur en vouloir? Parce que de toute façon, c'était pas leur. Mais surtout, c'est les mettre en difficulté. Quel cadeau on fait à un mec qui déjà a tellement de charges sur les épaules de tellement de choses, de lui demander ne serait-ce que son avis ou de décider d'un truc sur lequel il est pas le meilleur. Mais en fait, c'est pas un cadeau qu'on fait aux gens. Et ça, c'est important, je trouve. De aussi, et c'est pas une critique qu'on fait à autrui de dire non, mais je vais te libérer de ce poids-là. Oui, je suis venu pour libérer les fondateurs d'un certain nombre de poids. Okay. Et je veux des gens qui me libèrent d'un certain nombre de poids. Je vois exactement, parce que ça me fait penser aux solo-entrepreneurs ou aux dirigeants de petites entreprises qui veulent tout faire et qui ont du mal à déléguer, tu vois. Au début, tu es obligé. Bien sûr. Moi, ce qui m'a rendu meilleur, c'est de faire tellement de choses. Déjà parce que tu apprends que tu n'es pas le meilleur. Toi, tu montes sur le ring, tu prends une grosse tarte dans la gueule. Donc tu sais, ok, je ne vais pas être boxeur. Alors ça vaut sur le design, ça vaut sur plein de trucs. Et ça, donc déjà, c'est bien de tout faire. Ensuite, ça te permet de comprendre le vrai métier des meilleurs. Parce que ça, c'est important aussi. Si j'avais pas été dans des usines au Portugal pour la marque de chaussures qu'on n'a pas continué à cause du Covid, je ne saurais pas comment fonctionne une usine. Donc je ne pourrais pas travailler avec les prestataires. Mais comme je l'ai fait, je peux pas leur dire comment faire leur métier. Impossible. Par contre, il y a des trucs où je dis, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi ça.
Et parfois, L'intuition effectivement, est c'est bonne. bizarre. Et souvent, non, tu vois, ils disent non. Voilà, c'est possible. Machin. Tu dis, ok, franchement, tu m'as convaincu. Mais juste, tu vas te challenger. Les meilleurs, faut les challenger. Hein. Les meilleurs sont toujours des flemmards. Moi, j'en ai un flemmard. Et j'aspire à être le meilleur dans mon domaine. Mais les meilleurs avec qui j'ai bossé sont toujours quand même d'une manière ou d'une autre des flemmards. Sauf quand ils sont mis un peu au. Tu vois, Oui. c'est pour ça que les boxeurs, on a vécu une très très belle nuit de boxe pour ceux qui aiment ça. Pourquoi les boxeurs se challenge, font de monter la hype, etc. Bien sûr, parce qu'ils gagnent plus d'argent en faisant ça. Mais c'est aussi parce que c'est ce challenge qui fait qu'ils se réveillent. Quand tu sais que tu te balades dans la rue et que tu peux tarter 99,9% de la population et que C'est ils pas vont un rien challenge. faire et que même s'ils font, ils vont crever, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bah, tu vas te battre contre les 0,01 avec du challenge, tu vois. Ouais, Bah voilà, c'est la même clairement. chose sur tous les domaines, je pense. Mais tu sais qu'il a raison. Genre Doumbé, genre là récemment, tu sais, genre tout ce qui est MMA, ça, il en parlait. Et tout le monde lui pose la question du trash talk parce que genre c'est pas un truc qui est court en France. Et il dit en gros, genre, en fait, je parle tellement que qu'en fait, ça m'oblige à me surpasser. Genre. Mais oui. Je sais que si je perds, c'est que le mec était vraiment juste plus fort que moi. Genre, je me suis donné au max. Mais tu sais que je pense que par exemple Booba, je pense que c'est pour ça qu'il kiffe Clasher. le truc. Mais c'est sûr. Mais en fait, quand t'as fini le game, il te reste quoi? Ah, il reste plus Et rien. je pense, après j'en sais rien, je le connais pas, mais tu vois, je pense que voilà, je sais pas, il y a un truc où je pense qu'à un moment donné, Mbappé, ou même Neymar, quand il faisait ses dribbles de fou là, il prend un gars, t'es limite, il a décidé de faire un 1 contre un mec en plein milieu d'un match, et tu m'as fait un coup sur la cheville, je vais te faire des dribbles machin. En fait, t'as besoin de ça, c'est un peu. C'est voilà, un peu l'adrénaline Eh oui, mais sinon, tu vois. qui est le moteur. Quoi. Moi, je suis très content que d'autres clubs qui peuvent nous ressembler un peu se lancent en ce moment. Bah, c'est une très bonne transition. J'étais sûr, j'en étais sûr, je l'ai vu venir à 1 milliard de pourcents. C'est moi qui fais les transitions normalement. Non, il est trop fort. Ah, il est fort. Hein. Parce que j'avais un sujet notamment sur la créateur économie et sur le point de vue concurrentiel avec justement Gentlemates qui s'est lancé là récemment avec leur annonce officielle. J'aimerais avoir un peu ton point de vue sur la scène française sur les streams parce qu'on avait parlé un peu avec notre podcast précédent avec Dicom et Bakang sur la créateur économie, donc qui consiste en fait à dire que aujourd'hui les talents et les personnalités peuvent lancer des business, les monétiser, etc. Et par contre, on n'en parle pas souvent de l'aspect sportif qu'un talent et une personnalité peuvent lancer ou exécuter. Quoi. Et aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qu'on voit souvent à Aegis, Solari, Carmine, n'est-ce pas, et là récemment Gentlemates. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet écosystème et de cette méta, on va dire, dans l'e-sport, quoi, du coup? Déjà, je trouve ça cool. Alors, sauf erreur de ma part, Solari préexistait à Carmine. Il faut quand même Bien rendre à chacun ce qu'il a créé. En tout cas, Carmine, de manière assez naturelle, a montré en France, mais aussi au monde entier, qu'il y avait quelque chose de particulier dans le monde de l'e-sport dès lors que à la tête, il y avait des créateurs de contenu, parce qu'ils viennent avec leur communauté, parce qu'ils ont une manière de s'exprimer. Parce qu'en fait, c'est pas... En fait, même si c'est pas le meilleur marketing du monde, les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs machins du monde, il y a un truc à part, en fait. Ça crée une tension. La beauté de l'e-sport, c'est la relation, comme dans tout le sport, entre l'équipe et ses fans. C'est ça le truc. Il y a une proximité quand même qui n'existe pas quand tu es dans des business ou quoi que ce soit. Exactement. Après, moi, je suis pas un expert du streaming, donc je vais pas Bien sûr. donner des leçons. Je suis pas non plus un expert mondial de l'e-sport, j'apprends. Mais ce que je vois en tant que fan, que spectateur, c'est que tu as une intensité quand tu regardes les matchs de nos équipes. C'est bizarre de dire ça, mais de nos équipes d'une certaine manière, qui n'a rien à voir avec le fait de regarder des matchs, même d'équipes que tu kiffes. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Et je pense que c'est cool et c'est trop bien. Et puis en fait, l'avantage, c'est que chacun a sa communauté. Donc tout ça, ça fait grandir aussi le grand gâteau de l'e-sport, parce que l'e-sport, c'est pas un... Faut pas se leurrer, c'est pas l'Eldorado, l'e-sport. Croire qu'on va devenir milliardaire ou autre avec l'e-sport, tranquille. Déjà que j'y croyais pas trop avant, déjà de base. Là, le marché, en train de le montrer aux États-Unis, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Dans les choses que j'aimerais bien tweeter parfois, bon, ça, ils vont en parler, mais c'est... on a vraiment de la chance de vivre ce qu'on vit. Tous, en tant que fan inclus, parce que y aura peut-être des temps plus durs. L'e-sport, c'est pas très rentable de base. C'est un marché très difficile. Mais la chance qu'il y a, c'est que l'e-sport se régénère avec cette arrivée massive de fondateurs, et j'espère un jour fondatrices, qui sont des influenceurs et des créateurs de contenu. Parce qu'ils viennent créer quelque chose de différent, créer quelque chose de nouveau. Ça attire des nouveaux sponsors. Ça modernise le domaine aux yeux des gens du marketing. Donc ça veut dire qu'ils sont plus propices à investir, ouais. etc., etc. Donc en vrai, Ça crée une nouvelle dynamique en fait. je pense que les équipes d'influenceurs permettent de réénergiser le domaine, et je parle d'un point de vue que business, d'un point de vue business, de réénergiser le domaine de l'e-sport d'un point de vue business. Ouais.
D'ailleurs, j'ai une question là-dessus avant de revenir sur Gentlemates et toutes les autres structures. Du coup, l'e-sport, c'est pas rentable. Et est-ce que toi, tu es arrivé à la casser en te disant je vais essayer de rendre ça rentable au maximum et si oui, comment est-ce que tu t'y es pris pour arriver à faire ça? Il y a deux voies, de toute façon. On en parlait un peu au début, bootstrapper, enfin en tout cas, être rentable ou passer par une phase d'investissement dans laquelle tu acceptes de ne pas être rentable. Ouais. Les deux me vont. Mais on ne pourra pas être sur 8, 9, 10 jeux à l'échelon mondial, par ailleurs avec des ligues fermées qui coûtent de l'argent pour entrer. Être au niveau sur le content, sur le merchandising, être innovant sur des nouvelles manières de générer du business, d'attirer plus de sponsors. Mais à un moment, le maillot, il est full. Hein. Donc il faut créer des nouvelles manières d'attirer des sponsors, etc., etc. Et donc en fait, pour ça, il faut des gens. Il faut des gens, il faut des joueurs, il faut des joueuses. Tu vois, participer à l'essor de l'e-sport féminin, c'est fondamental. Ça crée aussi un nouveau business, mais c'est fondamental parce que ça crée des vocations. Il y a aussi ce rôle sociétal. Tout n'a pas comme prisme l'argent. Oui. Pour autant, il faut qu'on soit quand même capable de payer au maximum les salaires. Et donc, ça nous mène en tout cas à des discussions qui sont hyper importantes avec les fondateurs. Sur, OK, mais c'est quoi le chemin? Par contre, non, nous n'aurons pas 9 à 10 équipes dans les plus grandes ligues du monde sans à un moment passer par une phase de non-rentabilité. C'est impossible. Donc ça reste quand même un objectif de rendre ça... Et puis tu sais, la non-rentabilité, c'est aussi... tout dépend d'où vient l'argent. Parce qu'en fait, si t'es rentable parce que tes fondateurs mettent de l'oseille tous les 6 mois, c'est pas rentable. Hein. Oui. C'est artificiellement rentable. Bah oui, Oui. c'est un artifice, c'est pas rentable. Donc il faut trouver des chemins de croissance, mais il faut choisir. Est-ce qu'on veut une croissance bootstrappée? Est-ce qu'on veut lever des fonds? Est-ce qu'on veut lever des fonds à un moment, mais ne pas trop se diluer, c'est-à-dire ne pas faire 55 levées de fonds successives où les fondateurs vont finir à 5% pour aller très haut, ou au contraire, faire d'abord une levée de fonds, passer l'échelon supérieur, nous permettant de faire plus de business, et ensuite stabiliser. Voilà, tout ça, il y a plein de micro-manières de faire, et on est encore en train d'étudier les options. Et ça, typiquement, moi, j'estime que je dois être un des meilleurs sur ce domaine pour co-créer avec les fondateurs. Ça, c'est vraiment mon rôle. Ok. Il y a une question dans le chat par rapport à la délégation, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, la délégation des tâches. On ne peut pas toujours avoir accès aux meilleurs. Il est important de déléguer, il est important de déléguer et c'est faire confiance. Comment apprend-on à faire confiance quand on n'a donc pas la certitude d'avoir affaire aux meilleurs? Parce que déléguer reste une prise de risque. Bah oui, toujours. Alors déjà, ça veut dire qu'il faut... En fait, ce qui compte, c'est de ne pas avoir de regrets. Pourquoi les gens pourraient se tromper, mais pas les collaborateurs ou collaboratrices? À un moment donné, je ne suis pas parfait, pourquoi je demanderais de la perfection aux gens? Moi, la seule chose que je demande, c'est qu'on ne fasse pas 3 fois la même erreur. Ouais. Voilà. On se parle, on fait un truc, ok, c'est une erreur. On tire des conclusions. La deuxième fois, on peut refaire une erreur, mais elle doit être moins importante. Ou en tout cas, elle doit jouer sur des erreurs un peu différentes, tu vois, complémentaires. Mais la troisième fois, c'est qu'on est trop con, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est de la co-création permanente. Et puis, les meilleurs, c'est pas... en fait, les meilleurs ne sont pas forcément, comment dire, le meilleur CV, le salaire le plus élevé, la personne est-ce que le meilleur... Imaginons, par exemple, il n'y a pas de direction marketing, mais imaginons la direction marketing. Je cherche un directeur marketing pour la Carmine. Est-ce que, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons, je précise parce que avec Twitter, tout ce que je dis, je sais que derrière, Tu fais bien de je vais ouvrir dire, Twitter tu fais bien, et on va voir. Mais Sinon, il y aura des clips tu vois, TikTok. ça si tu les typiquement, dis. ça c'est un truc qui est très nouveau. Enfin, en tout cas, qui est un changement dans ma vie. Ok. Parce que j'ai déjà pris la parole dans des podcasts. Mais maintenant, C'est une variable oui, que tu prenais ta pas du manière tout en compte de en fait avant. t'exprimer. parce que- ah mais pas du tout, je m'en foutais. Bon. Donc imaginons que je le cherche. Est-ce que le meilleur directeur marketing théorique de la Carmine, c'est un ancien directeur marketing de Nike? Un ancien directeur marketing de Netflix? Attention, c'est pas le même profil. Il est plus content, celui de Netflix. Celui de directeur marketing, ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'e-sport? Pas du tout. Est-ce que c'est un homme? Ou est-ce que c'est une femme? Parce qu'on a aussi besoin de diversité en interne. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle anglais nativement? Parce qu'il faut qu'on s'étende à l'international. Au contraire, on a une communauté qui est très très francophone. Donc il faut quelqu'un qui parle français de base, ou les deux. Et ensuite, il y a qu'est-ce qu'on peut s'offrir. Et il y a, ok, j'ai besoin de ça pour 18 mois, mais est-ce que c'est pas trop tôt pour prendre un profil aussi capé? Est-ce que la boîte est capable d'absorber une structure? Parce que quand tu prends un directeur marketing d'une très grosse boîte, le mec, ça fait bien longtemps, ou la nana, ça fait bien longtemps qu'elle ne fait pas de marketing opérationnel. Ah ouais. Il y a besoin d'équipe. Ça sert à rien de prendre un top talent si derrière t'as pas les ressources et pas le budget. Voilà. Tout ça, c'est des questions qui font que le ou la meilleure, c'est une question de momentum. À quel moment la personne est la meilleure pour ça? Et donc, ça permet de se dire aussi, oui, c'est pas cette personne-là n'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle a 23, 24, 25 ans. Actuellement, c'est le meilleur que je puisse me. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est la personne avec qui j'ai envie de me planter.
Ok. Très très intéressant. Voilà, du tout coup. simplement. Et ensuite, on apprend, on grandit, voilà. J'avais écouté un de tes podcasts, je crois que c'était avec Dans la tête d'un CEO. Non, je sais plus lequel. Bref, à un moment, tu parlais d'un sujet qui était assez intéressant sur lequel j'aimerais revenir. C'était que chez Magellan, tu passais 2 heures de ton temps souvent à regarder les datas pour comprendre un Ouais. peu la santé, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais auprès de la KC? Et si oui, quels sont les indicateurs, les KPI et les métriques que tu regardes pour dire que aujourd'hui, la Carmine, les voyants sont ouverts du coup? Alors, à l'époque, Magellan, donc pour rappel, c'est un modèle dans lequel les gens payent des abonnements Oui. pour consommer, pour écouter des contenus. Donc c'est Netflix, c'est la même chose. Donc moi, je devais regarder la data pour voir qu'est-ce qu'ils écoutent, c'est quoi les tendances, c'est quoi le modèle de paiement, on a combien d'abonnés aujourd'hui, ok, où est-ce que ça foire, etc. Et faire de l'analyse un peu plus profonde. Ok. Donc c'était très particulier avec ce domaine qui est une application, etc. et beaucoup de dépenses marketing. Là, la Carmine, c'est un petit peu différent. Je passe une bonne demi-heure à regarder les datas du merchandising par jour, à peu près. Après, au bout d'un moment, j'ai fait le tour. Tu vois. Oui, Je oui. vais pas faire des datas. Mais je regarde beaucoup les datas du passé. Pour essayer de voir. Mais je regarde aussi les datas du marché. Je regarde beaucoup ce que les autres font. Mais pas forcément là où vous pouvez l'imaginer. Pas beaucoup les équipes e-sport. Plutôt les domaines, Lifestyle, peut-être. domaine lifestyle. Je suis beaucoup plus inspiré sur ma vision merchandising de la K-pop que des équipes e-sport. C'est intéressant ça. J'en dirai pas plus. Je passe, bon gré mal gré, une bonne heure, pour ne pas peut-être plus, sur les réseaux sociaux, pour prendre le pouls de la communauté. C'est utile. Ça permet aussi de comprendre un peu ce qui se passe aussi dans le domaine. Hein. Je regarde pas que les fans cassés. Je regarde de manière globale ce qui se passe dans le domaine du streaming. Là, pour le coup, de l'e-sport, ce que les autres font. Et je regarde pas mal, 10-15 minutes par jour, les vidéos d'autres équipes. Aussi. Voilà. Donc c'est ça, on va dire, le truc un peu permanent, Ok. qui se répète régulièrement. Mais après, j'ai tellement de rendez-vous avec des gens en interne. J'ai des weekly avec les gens et tout. Donc il y a beaucoup de choses que je regarde. Moi, j'avais une question très spécifique à la KC. Vu que maintenant la KC a une très très grosse réputation et même niveau monde, comment vous gérez le fait que énormément de structures essaient de vous approcher d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des challenges, par des paris, par un peu n'importe quoi. En fait, tout le monde veut toucher à la KC. Que ce soit même Koi récemment ou même pour la vidéo en espagnol. Heretics, ouais. Ouais, Heretics. Heretics. Enfin, il y a beaucoup de clubs. Comment vous gérez ça? Comment est-ce que vous faites une sélection? Est-ce que qu'est-ce qui se passe de votre côté par rapport à ça? Alors là-dessus, évidemment, on en discute et tout, mais l'homme fort de ces choix-là, c'est Côté. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'associé de Kamel, et que tous ces domaines-là touchent directement à l'image de Kamel, puisqu'en fait, ils veulent toucher à la Carmine, mais à chaque fois, ils défient Kamel. Donc pour le coup, là-dessus, voilà, on décide ensemble. Mais c'est le même truc, il va faire des choix, et voilà. Côté, on a discuté beaucoup au début pour trouver la juste place par rapport à ses compétences aussi. Parce que quand tu arrives et que tu as des gens qui sont très impliqués opérationnellement, comme Côté ou Souleymane, le but, c'est pas que j'arrive et que je leur dise, bon, bah, on n'a plus besoin de vous. Au contraire, j'arrive et vous faites la même chose. Non, c'est comment on se répartit. Et de voir, ok, sur quoi il est fort, qu'est-ce qu'il a envie de faire, etc. Il travaille énormément avec évidemment Kamel, sur tout ça. Et tout ce qui est à la frontière des deux, moi, je trust ouais. Côté. Parfois, on se challenge, tu vois, c'est normal. Mais je trust la vie de Côté. Je commence un peu à comprendre en fait ce que ça veut dire restructurer une boîte et restructurer dans le cas de la KC. C'est peut-être replacer des éléments là où ils sont bons, comme tu dis, et aussi là où on peut délester de la tâche et de la bande passante pour qu'ils puissent être au potentiel à leur maximum. Quoi. Ouais, où ils sont bons et surtout, ils ont aussi un espace suffisamment vaste pour s'épanouir, qu'ils ne se sentent pas frustrés, qu'ils ne se sentent pas bloqués ou qu'on ne leur retire pas des choses qu'ils ont très envie de faire. Est-ce que c'est une tâche facile, ça? Tu vois, de se dire, C'est ok, une toi, tâche- aujourd'hui, tu as fait ça, ça, ça. Aujourd'hui, je te demande, en gros, si c'est possible, de te placer sur cette tâche précise et tu fais. Parce que je ne fonctionne pas comme ça. Ok. C'est-à-dire que je demande toujours aux gens déjà ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils ne veulent plus faire. Ok. Parce qu'en fait, souvent, il y a des gens qui font des choses, et notamment à la Carmine. Les gens en interne, ils sont tellement passionnés. Tout le monde travaille énormément, mais vraiment plus que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que c'est dur parfois les réseaux sociaux, parce que les gens sont d'une exigence, et puis ils vont voir un truc, ils vont te bombarder là-dessus, alors que tout le monde, on travaille vraiment, vraiment énormément tous, en permanence. Tu vois, le Slack de la Carmine, c'est actif à 1h du matin, tu vois. Les gens travaillent énormément. Et donc je leur demande souvent, qu'est-ce que tu penses que tu ne devrais pas faire? Parce que déjà, c'est là que tu vois qui il faut recruter. Ensuite, tu leur dis, ok, moi je fais des fiches de poste pour chacun. Tu as 3 missions principales qui doivent servir l'intérêt du club, te permettre de t'épanouir en tant que pro dans ton domaine,
et ne pas comment dire, ne pas passer ne pas dépasser le cadre qui a été donné à quelqu'un d'autre, tu vois, de ne pas toi c'est un peu le même de tu sais la vidéo de Thierry Henry. Ça c'est ta zone, ça c'est ma zone, voilà. Donc moi je définis des zones. Ça c'est ta zone, c'est ton équipe, t'as besoin de combien de personnes, ok, nanana. Donc ça c'est le plus important. Ce qui fait que déjà on construit l'intégralité. Et ensuite, évidemment, moi je vais dire attends, je comprends ça, mais moi j'aimerais bien ça. Qu'est-ce que t'en penses? Puis ensuite, tu vois, mais d'abord, avant de passer à la couche de j'aimerais, moi Arthur, en tant que CEO, j'aimerais que, je demande déjà aux gens ce qu'ils aimeraient faire. Ok. Et en fait, allez, à 90% du temps, à la Carmine en tout cas, ça correspond quasiment à parfaitement. attentes de chacun, ouais. Tant mieux. J'ai l'impression que tu mets quand même pas mal l'aspect humain, comme tu as dit, hein, parce que voilà, comme tu as dit, les valeurs, c'est ce qui est important, etc. L'aspect humain, bon, on l'a bien compris avec la cassée, c'est quelque chose qui est très très important. C'est un truc que tu mettais aussi beaucoup en avant dans tes expériences précédentes, que ce soit Wind ou Magellan par exemple. La valeur de l'humain avant la productivité. Avant, je pense que j'en avais moins conscience et que je le faisais naturellement. Et puis plus j'ai grandi et appris, plus c'est devenu la clé. Et plus aussi, je me suis rendu compte, mon travail personnel, sur qu'est-ce qui fait que je suis entrepreneur, pourquoi. On revient à la question de monter une boîte seule. J'ai pas envie. Juste pas envie. Voilà, c'est pas mon dos, c'est pas mon truc, j'ai pas envie. Moi, je veux créer des projets avec des gens et c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Et j'ai besoin de ça. Donc, personne, parce que comme je passe beaucoup de temps à travailler, si j'avais peu de gens dans les équipes, que j'avais pas cette affinité, moi je clash beaucoup d'ailleurs les collaborateurs, etc. Parfois je suis peut-être un peu lourd, mais tu vois, je suis vraiment dans le truc où on se parle vrai. Il n'y a pas de blabla. Parce qu'en fait aussi, comme je fais que bosser, mon côté un peu sociable, ma sociabilité, elle se joue aussi beaucoup dans la boîte. J'ai besoin de ça. Sinon, après, oui, j'ai mes potes évidemment en dehors que je vois. Mais bon, maintenant, 33 ans, les gens sont mariés, des enfants. Voilà. Voilà. Moi, mes enfants, c'est les boîtes que je crée, ou que je dirige directement. Ah, ok, très très intéressant. 1-0. Bien rebondi. Si jamais vous avez des questions dans le chat, franchement, n'hésitez pas. Hein, surtout sur l'aspect business, etc. Moi, je pense qu'on peut en prendre certains. Comme tu as dit, hein, si on a un créneau sur les slots, sur les questions, profitons-en. Ah ouais, allez-y. Hein. C'est pas comme si je faisais ça tous les jours. Donc, voilà, donc franchement, dès que vous en avez là, je pense. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de lire parce qu'il y a énormément de questions. Mais si on a des pertinentes, on peut les prendre. Comme ça, on se laisse un peu de temps, quoi. Il y en a une bien là qui était déjà. Je te laisse tout poser à l'heure. Alors. Quel est ton avis sur la commu cassée en tant que Arthur et en tant que CEO de la cassée? Question un peu piège. En tant que CEO de la Carmine, ils le savent, je l'ai dit dans une vidéo YouTube, c'est le truc qui ne s'achète pas. Donc c'est la plus belle chose qu'on ait. Et je pense que c'est la clé de tout et qu'il ne faut pas qu'on perde. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter n'importe quoi. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont dans cette communauté, n'importe qui peut faire n'importe quoi sous couvert que « Ah bah oui, mais tu as dit, Arthur, qu'il ne faut pas perdre la communauté, mais regarde, moi je dis ça et tu dis que c'est pas bien. » tu vois. Donc il y a quand même des limites. Mais je pense que c'est la chose... Voilà, tu peux lever 1 milliard et ne pas avoir cette communauté. Mais par contre, il ne faut pas oublier, hein, tu l'as parce qu'il y a les fondateurs. C'est pas, tu vois, ça part de quelque part. Ouais, ça part de quelque part. Donc faut pas oublier ça, tu vois. C'est le plus important, cette relation-là, elle est aussi clé à protéger entre les fondateurs et la communauté et comment ils peuvent passer les messages. D'où le fait que parfois je me sens légitime à passer certains messages où j'estime que c'est pas forcément. C'est une autre manière de parler à la communauté. Ça, c'est Arthur CEO. Ensuite, Arthur l'homme, je fais partie de cette communauté depuis avant que je devienne CEO. Donc voilà. Ça, c'est marrant, quoi. Moins actif que la plupart des gens qui sont sur Twitter, parce que j'étais très peu sur Twitter. Donc moins actif, mais spectateur à fond. Tous les grands moments de la Carmine, je les ai vécus en tant que spectateur. Donc je me sens connecté d'une certaine manière à ça. Pour autant, je pense qu'il y a un certain nombre de débordements qui se rapprochent un peu parfois du harcèlement, qui sont assez toxiques et qui sont pas au service, je pense, de l'ensemble de la boîte. Voilà. Mais les quelques cas dans lesquels ça arrive ne doivent pas rejeter l'ensemble. Enfin, moi je déteste, déjà que je détestais avant, mais les gens qui disent la Carmine, les fans sont toxiques. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a parfois il y a des moments où ça va trop loin? Oui. Mais la Carmine... Pour autant, est-ce que tu dois accabler l'entièreté de la communauté? Non, mais certainement pas. Et faire ça, c'est de la manipulation. Et faire ça, c'est être toxique d'ailleurs. Mais bon, le problème de Twitter, c'est que c'est un cycle de toxicité. C'est-à-dire que parfois même, les gens qui défendent, on l'a vu dernièrement sur la vidéo de Squeezie, super vidéo, les gens, littéralement, en 2 tweets, super vidéo, c'est trop bien que Squeezie se positionne là-dessus, etc. etc. Ouais, la jeune fille qui s'est fait harceler, Audrey. T'as vu, comme c'est nul, ce qu'elle dit, machin, etc. Ok, tweet 1,
tu comprends le message de Squeezie, tweet 2, tu n'as rien compris. Et en fait, c'est ça la particularité de Twitter. Et évidemment, la Carmine ayant une grande communauté, il y a ce genre de comportement. Mais pour autant, on va pas tout rejeter, on va pas dire que c'est de la merde. Ça ne veut pas dire non plus que, comme on rejette pas tout, on doit pas mettre le holà à certains moments. Et oui, il y a de la toxicité, mais je kiffe cette commu. Et voilà, je suis vraiment fier d'être à la Carmine Corp. Et être à la Carmine Corp, c'est être connecté à cette communauté. Et ça, c'est assez fabuleux. Dans le bien et le mal. Vas-y. Mais c'est ça pour la toxicité. Bon, on va pas demander mon avis, hein, mais moi, ce que je pense, c'est que dans tous les clubs, il y en a. Quel est ton avis sur la toxicité ? Moi, je te le Merci. demande. Ah, putain, Parce qu'ils sont pas sympas avec toi, moi, je suis sympa avec toi. Ça fait quoi, 1h30 qu'on est en live ? Ça fait 1h30 que j'attends. Déjà vraiment, 1h30 Je préfère ça à 5h, je pense. Ouais, pareil. Dis pas trop ça. Mais Ah, je suis là, j'ai rien à faire, j'ai rien après. Non plus. Attention, hein. La dernière fois qu'on nous a dit ça, on l'a fait marcher jusqu'à je sais pas quoi pendant 2 heures de live IRL. Donc faut pas trop lancer Ouais. des tours de trucs. Si vous voulez lancer un truc, on peut, moi je suis pas de... mais Elles sont les caméras. Elles sont les caméras. Vas-y, je te laisse poser ta question. Quel est ton avis ? ouais, pour la toxicité, pour moi, il y en a dans tous les clubs. Vraiment, on voit des comportements qui dépassent les limites dans n'importe quel club. Et on va dire que ça représente 1% de la commu de chaque club. Seulement, la cassée, c'est sûrement la commu avec la plus grosse commu. Et les gens toxiques, c'est ceux qu'on entend le plus. Donc 1% de la plus grosse commu, ça s'entend plus Oui, que ça 1% fait de plus n'importe de quelle bruit, autre communauté, en fait. C'est comme si tu me dis dans la communauté, il y a peut-être 10 personnes, ça représente tel pourcentage qui vont faire du C'est ça. bruit. Et au final, sur la Carmine, parce que. Ils sont beaucoup, ce pourcentage, ça fait plus de gens et plus de gens, on les voit plus. Et du coup, on dirait que c'est une énorme part de la communauté. Or, ça l'est pas vraiment. Et Et il faut aussi Après, prendre c'est en mon compte avis, comment dire, la variable Twitter. C'est-à-dire que Twitter reste un. ah oui, microcosme, tu vois. C'est-à-dire que tu fais logout, bah, ta vie elle continue quoi. Donc franchement, à partir du moment où tu vois, tu prends le recul par rapport à ça, je pense que ta vie est très bien et que tu peux passer outre ce En genre plus, de j'ai truc. lu une stat sur Twitter là, qui disait que c'était un truc comme 90% des tweets produits en France, ils sont faits par un truc comme 200 000 mêmes utilisateurs, ou quelque chose comme ça. Tu vois, qui rend. Je sais pas, moi, ça m'a vraiment fait rendre compte que, tu vois, tout ce qu'on voit passer, en fait, c'est 200 000 personnes. Donc oui, ça ne représente c'est pas rien, la tu réalité vois. des choses. Ouais, Voilà. clairement. Complètement. C'est pour ça que C'est- faut aussi relativiser tout ça et puis faut pas trop prendre ça au sérieux, Bien sûr. je pense. Est-ce que les fondateurs ont donné des objectifs de résultats au niveau business à Arthur ou du coup c'est vraiment au feeling On les intuition co-crée. Non, c'est pas au feeling, mais on les co-crée. Ok. On les co-crée ensemble, bien sûr. Ok. Parce que pour atteindre des objectifs, il faut aussi des moyens et ainsi de suite. Bien Donc sûr. on co-crée tout ça au board. Est-ce que ça c'était très intéressant. Est-ce que la cassée va s'étendre au-delà de l'e-sport sur un côté plus lifestyle? C'est vrai que Bah, on l'est déjà. Je trouve, en tout cas, on l'est déjà. D'ailleurs, je on pense a que ça se annoncé, transmet déjà bien. on a annoncé même sur le merchandising qu'on irait plus loin que simplement le merchandising classique d'une team e-sport, que les maillots et tout. On a déjà présenté des choses. Sur la partie content, bah, on étend de plus en plus. Hein. Après, ce qui intéresse les gens, c'est la vie de la Carmine. On a même lancé un vlog de la Carmine, donc c'est bien qu'on est à l'écoute et on progresse là-dessus sur un truc pour le coup qui est lifestyle. D'ailleurs, je me demande s'il s'appelle pas Carmine Life ou Ouais, c'est comme Carmine ça. Life. Et sur la partie événementielle, bah, clairement, on prouve bien que voilà, on est une boîte d'e-sport, d'entertainment et aussi d'influence, de sens de créateur de contenu. On est une boîte de créateurs de contenu. Et d'ailleurs, la plupart de nos joueurs, joueuses et même coachs deviennent des créateurs de contenu quand ils ne le sont pas déjà. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que le switch s'est très bien opéré sur les contenus, enfin YouTube, etc. Où genre on ressent un peu plus cette partie de vouloir mettre en avant les talents sportifs dans la vie de tous les jours. Donc, tu vois, les dernières vidéos que j'ai vues, par exemple, avec les équipes de Rocket League, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui qui transpire très bien chez AKC. Et je trouve que c'est une bonne stratégie pour essayer d'avoir des profils de talents sportifs identifiables, quoi. Bah, c'est ce dont on a besoin. On a besoin de montrer aussi que quand un joueur ou une joueuse ou un coach arrive à la Carmine Corp, ça a un impact sur sa carrière, mais pas que professionnelle, enfin e-sportive, je veux dire. Ouais. C'est aussi un impact sur sa... Parce que c'est un moyen de négocier avec les agents, de tirer les meilleurs talents, mais aussi de baisser un peu les salaires parfois. Et voilà, c'est ce qui nous permet d'être... En fait, le club est particulier, donc ces particularités, on doit jouer sur nos forces. Je suis plutôt team, on joue sur nos forces plutôt qu'on essaye de corriger toutes nos faiblesses. Ok. Il y a des choses qui sont obligatoires de corriger, mais je suis pas team, on va passer des centaines de milliers d'euros sur corriger nos faiblesses qui ne sont pas importantes. On a des faiblesses sur le merchandising, c'est une de nos forces, la communauté, et donc le merchandising. Donc évidemment qu'on corrige, mais on doit investir sur nos forces. Clairement, ouais. Si tu devais avoir un peu une vision de la cassée sur les 5 années à venir,
Toi, tu le vois comment un peu? C'est une question qui t'est revenue. Alors, je rentrerai pas dans les détails parce que justement, il se co-crée avec les fondateurs et que voilà, tu vois, c'est typiquement, je me sens pas encore légitime aujourd'hui pour parler publiquement de ça. Ça viendra probablement avec le temps aussi, mais je veux bien le faire. Mais l'objectif reste d'être le meilleur club du monde. Donc, L'objectif let's numéro 1 étant de remporter les Worlds sur tous les On jeux. espère, hein. sur tous les jeux. Ah oui. Et de devenir le Real Madrid de l'e-sport. Quand je dis Real Madrid, c'est évidemment non, c'est une dynastie en fait. J'avais dit, un club de foot. Un club de foot. Et comme dans le club de foot, t'entends que parler des ultras, alors qu'il y a des millions de fans. Bon, plus Barça ici. Le petit mot de la fin quand même au cas où, parce que Écoute, On rassure. c'est pas très important. Tant qu'on est un grand club, le meilleur club et ouais, franchement, c'est quelque chose de. Parfois, je me dis, ouais, c'est quand même quelque chose de gérer la Carmine Corp. Ça, c'est. Je sais pas, c'est. Bah, quelque chose. ouais. Tu te réveilles le matin, genre tu te dis genre putain, genre là je. Ça dépend de Twitter, ça. Ah. Il y a des moments où je me réveille le matin et je vois des trucs et je me dis, ah non, je me rendors. Ah. Enfin, je peux pas, malheureusement. Mais parfois, j'aimerais. En me disant, oh, c'est pas possible, pourquoi ils ont fait ci, ou ils pensent ça, ou machin. Mais du coup, parce qu'on en parle beaucoup de la communauté, c'est pas aussi un avantage de ouf pour vous au niveau genre des sponsors, etc. C'est une grande chance. C'est principalement ce que les sponsors viennent chercher. Mais d'ailleurs, dans tous les clubs. Hein. Dans tous les clubs. Ce qui viennent, quand tu es sponsor et que tu veux sponsoriser un club d'e-sport, ce que tu veux, c'est générer de l'impact ou générer du business à des gens. Évidemment, des gens qui vendent du matériel informatique ou autre, ils veulent générer du business immédiat. Mais quand tu es, par exemple, dernièrement, on a une belle entreprise de salle de sport qui nous a rejoints. Oui. Évidemment, on leur propose, au-delà du contenu, qui sont des matérialisations de notre partenariat, et ce qu'on leur propose, c'est un accès privilégié avec les fans de la Carmine. C'est de comment on crée de l'amour pour une marque. Et ce qu'on vend à toutes ces marques-là, c'est ça, c'est se connecter. Et donc, c'est important dans le choix des marques et des partenaires. C'est que déjà, on a une responsabilité, parce que les fondateurs se sont engagés de longue date sur un no-go sur un certain nombre de domaines. Mais on a aussi une responsabilité, parce que quand on vend à une marque, il faut qu'on s'assure qu'il y a vraiment un storytelling dédié à cette marque, qu'on peut mettre en œuvre et qui va faire mouche auprès de tout le monde. C'est de la co-création pure. Parce que de toute façon, nos fans, ils vont pas dire ah, c'est trop bien parce que on peut pas apporter n'importe quelle marque. On doit quand même raconter un truc. Et donc c'est une grande chance. Mais c'est aussi, on me demande régulièrement des comptes sur la manière dont les fans se comportent. Oui. C'est le jeu. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois, en tant que club et structure e-sport, tu sais pas forcément ce que tu monétises et ce que tu vends comme produit. Là où, par exemple, tu vois, l'expérience de Win et Magellan, tu sais que tu vends un produit, un service, quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que c'est ça un peu auprès des sponsors, c'est-à-dire que tu essaies plutôt de vendre l'aspect fédérateur d'une communauté que tu peux rattacher auprès de tes sponsors, donc en l'occurrence, salle de sport, etc. quoi. Donc, intéressant. Eh ben écoutez, je pense que... Comment ? Bah, si tu as une question, pose-la, exactement, vas-y. Une On question t'attend. du public. Une question du public, comme toujours. Alors, alors attends, que je retrouve la question. Pardon, désolé. Ouais, pardon. Voilà. Du coup, c'est Rushnatic qui a posé la question il y a quelques minutes. Quel est le meilleur moyen d'être mis en relation avec des entrepreneurs pour quelqu'un qui n'est pas attiré par l'entrepreneuriat, mais qui pour quelqu'un qui est attiré par l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas idée ou de concept précis. Ouais, c'est ça, regarder des podcasts, regarder des vidéos YouTube et surtout l'idée c'est de je sais pas, contacter des gens. Et vous allez contacter 25 personnes, il y en a peut-être une qui va répondre, mais c'est une de plus. Et puis ensuite, si vous faites bonne impression, vous êtes sympathique, vous posez des questions intelligentes et que vous êtes cool, en général, ça peut vous mener à d'autres mises en relation, et ainsi de suite. Clairement. Je pense qu'on va en prendre juste quelques-uns et après on va finir rapidement. Il y en avait une qui était assez intéressante, c'était la Carmine domine la niche e-sport. Est-ce que vous avez pour objectif d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas le domaine ? Ah bah oui, je pense que c'est un peu la finalité de la chose. Oui, mais puis même le début. Moi, je me souviens des premières vidéos où c'était assez clair que l'objectif, c'était d'attirer des gens au-delà de l'e-sport. Ouais. D'ailleurs, on se retrouve un peu dans cette narrative avec Gotaga, Squeezie et Brooks, c'est très bien. Au contraire, c'est top. Enfin, ce qu'il faut, c'est ça. Et oui, c'est l'idée de base de la Carmine, donc c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire prospérer comme vision. Ils sont réunis pour ça, les gars, donc on est là pour
faire en sorte que les raisons pour lesquelles ils sont réunis se perpétuent. Et comment vous voyez cette concurrence du coup avec toutes les autres structures dont on a parlé précédemment? Parce que c'est une concurrence qui est en train de se créer au niveau, on va dire, du partage des communautés, même si normalement chacun a plutôt sa communauté. Je pense que la KC a pris pas mal de la communauté d'un peu partout, vu que c'était pas les premiers vraiment, mais les premiers gros avec un projet qui allait assez loin, en vrai déjà. Comment vous voyez ça du coup, cette concurrence? Est-ce que Ce qu'on veut, c'est être les meilleurs et tout gagner. Donc, pas de concurrence? j'ai réemployé les mots de Kamel hier soir, je crois, en live, qui a dit, puisque évidemment, il est ami avec, enfin, en tout cas, il est en connaissance, voire ami avec la plupart de ces gens-là. Non, mais lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est que la Carmine soit numéro 1. Et après, les autres soient numéro 2 ou numéro 10. Ça n'intéresse pas. Ok. Who cares? Et ça, sur l'intégralité des domaines. C'est pas que une question de classement de sport, enfin d'e-sport donc. Ouais. Sur tous les domaines. On veut être les meilleurs vendeurs de maillots, on veut être les plus gros vendeurs de merch, on veut avoir les meilleurs sponsors, on veut avoir les équipes qui gagnent le plus, on veut juste être les meilleurs dans tous les domaines. Et c'est une mentalité de toute façon, c'est la mentalité de la Carmine. Et de toute façon, dès qu'il y a un micro grain de sable quelque part, les fans vont le trouver. Donc, c'est Dieu qu'on fasse. À battre l'ennemi. À battre l'ennemi, exactement. C'est dingue que tu dis ça en plus parce que tu fais que parler de, tu vois, tu t'entoures des meilleurs, c'est là-dessus que c'est c'est là qu'est ton point fort et du coup tu vas super bien avec la KC au vu de leur objectif. J'ai envie d'aller plus loin. En fait, je trouve que le cheminement de parcours entrepreneurial prend sens et justifie très bien l'arrivée chez la KC, tu vois. Parce que là, Ouais, avec c'est ça. Win, Magellan, tout ça, on comprend en fait les forces dont tu tires et dont tu essayes de réappliquer sur la KC et les valeurs aussi que tu essaies de partager tout au long. En fait, ça fait un parcours logique en fait et il n'y avait pas d'autre choix que de tomber sur la KC. En tout cas, je le vois comme ça. En fait, il y a un côté assez naturel qui est, Voilà. qui est presque perturbant. Ça fait peur presque. Ouais, parce que c'est. Mais c'est cool et c'est ce qui fait aussi le sel de, je dirais, cette relation, c'est que c'est pas forcé. Il y a un côté assez naturel et évident. Et vous voyez, je peux pas me mentir et jouer un rôle pendant 1h30. Oui, Enfin, tu vois, ce serait trop long, et trop fatigant. 12 000 lights, je sue. Voilà, il y a un moment où on peut dire que la vérité et oui, il y a un truc assez naturel, mais en même temps, j'ai grandi en tant qu'homme avec une partie des gens avec qui je travaille. Je regardais les vidéos des uns ou des autres, je me suis développé, j'ai grandi, j'étais fan de la Carmine, donc il y a un côté aussi naturel. Et puis, j'aurais pas été dans un bourbier aussi. Oui. Il faut comprendre que si j'avais pas une connaissance de ce dans quoi je m'engageais, en termes de communauté, en termes de tout ça, après c'est différent de le vivre et de le voir, mais au moins je le voyais. Je pense que c'est suicidaire d'aller diriger la Carmine quand tu connais pas la communauté. Ça va être n'importe quoi. Puis tu vas prendre la parole une fois, tu vas te faire massacrer. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Donc je pense que oui, j'ai cette chance-là, que ça fit bien pour l'instant et je donne le maximum pour aussi que ce soit le cas. Tu vois, c'est aussi se remettre en question. Enfin, c'est pas juste venir et dire ça fit bien. Oui, non, et puis on vit au jour le jour et on voit, non, c'est quand même une remise en question assez constante et perpétuelle, quoi. Voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Ok, Pour bah, eux. écoute, franchement, merci déjà de nous avoir donné ce temps et de nous accorder ce temps. Moi, je vais juste finir sur le mot de la fin. C'est une question voilà, je vois Malan qui hoche sa tête déjà. C'est une question qu'on demande souvent de toute façon en fin d'émission. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé avoir et quand tu avais débuté et que tu donnerais à ceux qui se sentent l'envie de lancer quelque chose de grand et d'ambitieux? Que toi, vraiment, à ton époque, s'il y avait un conseil à prendre et à appliquer, ce serait celui-ci. Tu pouvais parler à Arthur du passé. Voilà. Je donnerais pas un conseil, mais plus c'est pas une mise en garde, mais un avant-goût de la suite, où je dirais, tu vas voir, c'est hyper spécial, mais de tous les moments où tu vas énormément souffrir, va naître un truc plutôt cool. Tu sais pas quand, ça va peut-être mettre des semaines, des mois, des années, mais à la fin, ça va faire qu'à un moment, tu te sens bien là où t'es et que t'as l'impression d'être la bonne personne au bon endroit, et que si tu changeais un seul des éléments qui a causé ces souffrances, bah tu serais pas cette personne-là. Et donc ce serait un truc de genre trust the process avec un vilain accent français. Je parle bien anglais mais avec un gros accent français, mais les Américains adorent. Donc je perpétue ça, mais ce serait un truc comme ça. Okay. C'est pas forcément très très bien dit, mais c'est assez perturbant de voir que, tu sais, parce que les gens me disent aussi, mais qu'est-ce que tu changerais? Et t'as des choses, tu vois, il y a des trucs où dire à ce moment-là, j'aurais bien gagné un peu plus. J'aurais dû pas de faire ce choix-là. Le problème c'est qu'à chaque fois que je pense à ça, je me dis ouais mais si je change ça. Bah, ça n'arriverait pas. Ça n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. C'est un truc de fou. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis, ce serait ça mon conseil. Puis après, le truc, c'est entoure-toi des meilleurs. Ça, c'est la clé. Toujours. Fais confiance, mais attention. C'est toi qui décides à la fin, parce que chacun a sa propre vision des choses et son propre intérêt.
Et c'est un monde douloureux, brutal. Le monde est très, très, très injuste. Et donc, travaille pour ne pas trop souffrir de l'injustice. Il faut apprendre à C'est composer douloureux, avec, l'injustice. Mais voilà, ce serait tout ça. Ok. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi le live. On espère que vous avez vraiment tous apprécié. Nous, franchement, ça a été un régal de le faire avec Arthur. Franchement, je pense qu'on a beaucoup appris déjà, que ce soit niveau cassé ou niveau business, etc. Donc, merci encore à vous qui êtes sur le live. On se retrouvera pour le mois prochain pour un autre live, un autre guest. Je ne sais pas encore qui, on verra. En tout cas, en attendant, vous pouvez aller suivre nos réseaux, La Réussite sur Insta, YouTube, tout ça. Il y aura tous les liens de toute façon. Et on poste d'ailleurs régulièrement sur Insta parce qu'on a un petit format où on discute un peu de tout et n'importe quoi. Là, récemment, c'était sur ChatGPT et l'IA. Donc, d'ailleurs, très intéressant parce qu'on a fait une vidéo sur l'IA et sur TikTok. Ça a assez bien pris. Donc, voilà, je suis heureux un peu des bonnes décisions qu'on a prises sur le contenu du média. Donc, voilà, vous serez au courant de façon de la disponibilité de cet épisode. Il y aura déjà la rediff et sur YouTube rapidement. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne fin de soirée. Et puis, ciao.